Un manager peut te dire qu'il est le meilleur de la Terre. Le vrai juge de paix, c'est son équipe. La question, c'est pas ne pas faire d'erreurs, parce que t'en feras. C'est comment tu te relèves ces erreurs, comment tu te remets en question et comment tu acceptes que tu as des angles morts et que tu vas avoir besoin des autres pour les voir. C'est un métier en fait, manager. C'est celui qui arrive à trouver le bon équilibre entre bienveillance et exigence. Mais j'oublie pas que mon rôle de manager, c'est parfois de prendre des décisions impopulaires, de se séparer de quelqu'un. C'est vraiment réussir à jouer ce rôle d'équilibriste pour être un bon manager, pour comprendre à quoi on sert. J'ai été pris dans un tunnel émotionnel. J'ai décidé de prendre quelqu'un de moins compétente, mais vu qu'elle avait une histoire plus difficile, j'ai sélectionné elle. Elle a détruit la boîte. Et j'ai tout perdu dans le management. Souvent, on a cette tendance à penser que, ok, il a des super compétences, donc il sera un excellent manager. Et non, en fait, c'est pas du tout le même métier. Tu passes surtout d'un truc où tu dois plus être la star de ton équipe, mais tu dois justement faire briller les stars de ton équipe. La clé, c'est vraiment cette capacité à... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, très bien accompagné, on va faire une littéralement masterclass sur le management. Romain, comment tu vas? Très bien, et toi? Super, super forme. Ludovic également? Super, merci Alec, je suis ravi d'être là. Eh bien écoute, c'est un plaisir de t'avoir ici sur le plateau. Romain qui va être à mes côtés pour co-animer cet épisode, qui est docteur en neurosciences, expert en marketing, entrepreneur également. Et Ludovic, je vais rapidement te présenter. Tu es auteur du best-seller Dream Team, vendu à plus de 50 000 exemplaires, le livre sur le management d'équipe le plus vendu en France entre 2020 et 2024, fondateur de l'organisme de formation Dream Team spécialisé dans le management et l'engagement des équipes. Donc on va faire littéralement aujourd'hui une masterclass autour du management. Donc si vous avez des équipes, si vous êtes un manager, si vous avez des managers, si vous voulez comprendre comment gérer les conflits, comment motiver vos effectifs, comment les rendre plus performants, c'est l'épisode à écouter ou à regarder. Avant toute chose, qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette spécialité qui est le management et l'engagement des équipes? Je pense que c'est mon parcours personnel dans l'univers professionnel, quoi. Parce que c'est vrai que dans mes premiers pas de salarié, donc moi plus tard j'ai monté des boîtes, mais au début j'étais salarié, j'ai eu presque 10 ans salarié. Et c'est vrai que mes premiers pas dans le monde de l'entreprise n'ont pas été les plus joyeux, notamment à cause de pas toujours de bonnes rencontres managériales. Parce que c'est vrai que quand tu débarques, tu as 25 ans dans le monde du travail et que tu vois, moi j'ai vu du harcèlement moral institutionnel, j'ai vu des gens se faire virer à la machine à café en région parisienne. On peut se dire que c'est aux États-Unis qu'on voit ça, mais j'ai vu ça à Saint-Ouen. Et en fait, tout ça m'a profondément marqué. Je me suis dit, mais merde, en fait, c'est ça le monde du travail et ça va être long, quoi. Et en fait, heureusement, assez rapidement ensuite, j'ai rencontré des meilleurs managers. Et puis, dans la suite de mon parcours, surtout quand moi-même, je suis passé de l'autre côté de la barrière, parce que c'est facile, en fait, de taper sur son boss. Mais en réalité, quand tu deviens toi-même manager, tu te rends compte à quel point tu as des angles morts de partout, tu te rends compte à quel point c'est extrêmement exigeant, difficile. Et moi, c'était ma galère numéro 1. Et quand j'ai une galère que je rencontre et que j'estime suffisamment stratégique, j'ai toujours pris l'habitude en fait, de vraiment creuser le sujet. Et je l'ai tellement creusé qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'en faire mon activité principale. Donc, c'est venu comme ça. Et puis, il y a eu un moment un peu fondateur aussi, ça a été un dîner avec des copains, où à un moment donné, j'ai posé la question suivante, on était une petite dizaine, c'est qui est content dans son job aujourd'hui? Il y avait des gens qui, globalement, avaient fait des belles études, peut-être bien faites, tout pour finalement être épanoui dans son job, parce que la capacité à avoir accès à plein de choses. Et en réalité, en fait, qui est vraiment épanoui dans son job et s'éclate dans son job au quotidien? Il n'y en a que 2 sur les 10 qui ont levé la main. Et quand j'ai creusé ensuite les raisons, il y en a beaucoup. C'était pour des raisons d'un mauvais manager. Et en fait, voilà, ça a été un peu un déclic pour le coup sur le fait de me dire, OK, il faut y aller. C'est un sujet sur lequel on ne peut pas laisser les choses comme ça. Donc voilà, je vais contribuer à ma modeste échelle à ce sujet parce qu'on en reparlera sans doute. Mais c'est vrai que le manager a un impact tellement fort sur le quotidien de ses collaborateurs que je me suis dit, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a vibré en moi. Complètement. On reviendra justement sur ces étapes et le commencement, mais tu évoquais un point intéressant, c'est que tu t'es nourri de ces informations, tu es monté en compétence sur le sujet, tu es devenu progressivement un expert dans le domaine, jusqu'à te dire, OK, je suis prêt, je peux me lancer et réellement devoir être le spécialiste du sujet en question. À quel moment tu t'es dit que c'est bon, j'ai suffisamment acquis de savoir et d'informations pour pouvoir le transmettre et être perçu comme un expert? Je te pose cette question parce qu'il y a énormément de gens qui ont ce syndrome de l'imposteur, qui pensent devoir avoir encore plus d'informations avant d'oser se lancer et qui se disent demain ce sera le bon moment. Ouais, c'est une bonne question et c'est vrai que le sujet du management, tu me diras ce que tu en penses peut-être Romain, c'est que c'est du working progress en permanence en fait. C'est pas du 1 + 1 = 2, donc
c'est pour ça que moi je l'aborde avec beaucoup d'humilité, parce que déjà, j'ai beaucoup galéré sur le sujet, je galère encore aujourd'hui, et c'est vrai que, en fait, t'es jamais complètement prêt sur le management, parce que, encore une fois, ok, il y a des outils, il y a des techniques, on en reparlera, il y a plein de choses à mettre en place, mais c'est pas une recette miracle qui fonctionne à tous les coups, auprès de tout le monde, au même moment. Donc, et moi, c'est ça que j'adore aussi. Donc, je pense que sur un sujet comme celui-ci, mais en réalité sur beaucoup d'autres, c'est toujours pareil, le moment parfait, il n'existe pas. Et moi, en fait, la manière dont je l'ai fait, je me suis toujours souvenu d'un adage d'un grand entrepreneur du Nord qui est décédé depuis, qui s'appelle André Mullier, qui disait faites gaffe, quand vous lancez une idée, en fait, vous ne savez jamais jusqu'où est-ce qu'elle va aller. Et moi, j'ai toujours construit mon parcours de cette manière-là, c'est-à-dire que j'ai lancé des projets sans trop savoir où ils allaient me mener, parce que j'avais envie de les faire à l'instant T. Et parfois, il y en a certains qui sont restés au stade de hobby ou de juste micro-activité hyper artisanale. Et Dream Team, en fait, c'est allé beaucoup plus loin. Et en fait, ça a commencé donc moi par... je travaillais à l'époque chez Réseau Entreprendre, un réseau d'entrepreneurs. Ceux qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs, pour moi, il faut tous vous rapprocher de Réseau Entreprendre. Il y en a partout en France. Et c'est vraiment une aventure hallucinante. Et j'ai bossé là-bas. Alors moi, j'ai été accompagné par eux. Puis ensuite, je suis devenu salarié après avoir vendu ma boîte. C'est un parcours... assez atypique, parce que souvent, quand on revend sa boîte, c'est pas forcément pour redevenir salarié derrière. Et en fait, j'avais accès à tellement d'entrepreneurs qui me parlaient tous les jours de leurs difficultés aussi à eux en tant que manager, que je notais tout ça dans mon téléphone. Et ensuite, il y a un projet de livre qui est né, on en reparlera peut-être. Et en fait, il n'y avait pas de projet de devenir expert, spécialiste. Le mot d'expert, en plus, je le prends avec pas mal de distance, parce qu'en réalité... Encore une fois, il faut être très humble face au sujet. Donc, je préfère parler, moi, plus de spécialistes que d'experts, parce que finalement, c'est le fait d'avoir passé beaucoup de temps sur le sujet, à écouter, en fait, les uns les autres. Et tout ça pour dire que, en fait, c'est en écoutant les uns les autres et en notant tout ça sur mon téléphone que je me suis dit, en fait, lance-toi. Et je pense que c'est vraiment l'écriture du livre qui ensuite a appelé... C'est comme le leadership, c'est-à-dire que maintenant, un manager qui est leader... C'est plus le titre qui fait qu'il devient un leader, qu'il devient un manager respecté. C'est par son courage managérial, c'est par les actes qu'il fait au quotidien. Là, c'est un peu pareil que ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est en écrivant ce livre et en le mettant à la disposition de ceux qui le voulaient bien, que en fait, spontanément, les gens sont venus à moi. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est qu'il y a une demande, c'est que l'approche que je propose plaît. Et c'est comme ça que ça s'est fait, et que je me suis finalement jamais posé la question de savoir est-ce que je suis légitime ou pas. C'est si les gens viennent à moi par notamment les contenus que je peux créer, notamment le livre, c'est que la légitimité, en fait, elle arrive comme ça. Donc, le conseil que je pourrais donner, du coup, c'est concrètement, en fait, lancez-vous, et la légitimité, elle arrivera par la suite. Attendez pas de vous dire, ça y est, je suis expert, j'ai un label. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le meilleur label, le meilleur diplôme, moi, ça a toujours été dans le regard des gens et dans les retours des gens qu'on essaye d'aider au quotidien, quoi. Complètement. Je mets les pieds dans le plat directement et je te pose une question qui paraît simple mais qui nécessite peut-être une réponse compliquée. C'est quoi être un bon manager ? Ouais, c'est vrai que c'est pas simple, mais je dirais que... En fait, je pense que déjà, un des dénominateurs communs des meilleurs managers que j'ai pu rencontrer sont vraiment ceux qui arrivent, et c'est pas simple, à se dégager du temps sur le sujet. Et vraiment à se dire que ça doit être la mission principale de leur job. Et je pense que ça fait une vraie différence, parce que ça veut dire qu'au quotidien, en fait, l'équilibre de leur agenda, elle est vraiment, et ça se voit même visuellement quand tu regardes leur agenda, elle est vraiment orientée vers les équipes. C'est-à-dire que c'est des gens qui calent des one-to-one, c'est des gens qui calent des réunions d'équipe, et puis c'est des gens aussi, en fait, qui prennent le temps de se balader dans la boîte ou d'échanger de façon informelle, en fait, avec les gens, et qui arrivent à mettre de côté leur charge mentale, leurs difficultés, leur course contre la montre, de côté, pour être pleinement présent avec leurs collaborateurs. Et je pense que c'est ça, c'est la capacité à mettre de côté WhatsApp, le téléphone, les emails, et à se dire, OK, là, je vais vraiment t'écouter, je vais switcher, quoi, je vais appuyer sur l'interrupteur et je vais me dire, OK, je vais être pleinement présent avec toi. Donc, je pense qu'il y a enfin, plus je passe de temps avec des managers qui semblent tirer leur épingle du jeu, parce que moi aussi, je vais à la rencontre des collaborateurs managés par les personnes, parce qu'un manager peut te dire qu'il est le meilleur de la Terre. Le vrai juge de paix, c'est son équipe. D'ailleurs, je fais une aparté, moi je trouve que quand on recrute un manager, on ne le fait jamais, mais on prend des références de ses anciens managers, mais on devrait prendre des références de ses anciens collaborateurs pour savoir quel genre de manager c'était. Je trouve que c'est le meilleur marqueur, il est là.
Et en fait, le point commun, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté, je prends du temps. Ouais. Après, la liste, elle est extrêmement longue, et je rajouterais quand même quelque chose de saillant aussi. Je trouve que c'est celui qui arrive à trouver le bon équilibre entre bienveillance et exigence, quoi. C'est-à-dire ce côté, OK, je suis là pour faire progresser les uns et les autres, mais en fait, j'oublie pas que mon rôle de manager, c'est parfois de prendre des décisions impopulaires, c'est parfois de se séparer de quelqu'un, c'est parfois de prendre des décisions qui seront pas soutenues par tout le monde, c'est de réussir à aligner ce qui est difficile à aligner parfois, c'est-à-dire les volontés de son équipe et les demandes de la hiérarchie. C'est assumer qu'on n'est parfois pas totalement aligné avec ce qui nous est demandé, mais quand c'est une petite marge sur l'ensemble, en fait, c'est OK, ça passe. Donc, je trouve que c'est vraiment réussir à jouer ce rôle d'équilibriste. Et dernier truc, c'est accepter de se concentrer sur l'ultra essentiel, sur l'ultra focus, quoi. Je trouve que c'est un conseil à la fois entrepreneurial et managérial. Un manager, il pourrait rester bosser jusqu'à 5 heures du mat tous les jours, le lendemain, il aurait encore du boulot. Donc en fait, si tu prends le problème dans ce sens-là, tu as perdu d'avance la course contre la montre, et donc tu n'arrives pas à dégager du temps de qualité, comme j'expliquais pour ton équipe. Donc c'est vraiment celui qui, je trouve, réussit à se débarrasser du superflu, à dire non la majorité du temps et à se concentrer finalement sur ce qui aura le plus d'impact. Finalement, donc de l'humain, de l'empathie. Complètement, ouais, de l'humain, de l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre et à comprendre vraiment ce qui... Souvent aussi, les managers n'ont pas compris ce qu'on attendait d'eux. Finalement, à quoi ça sert un manager? Je pense que pour être un bon manager, il faut comprendre à quoi on sert. Nous, chez Dream Team, parce qu'on pourrait dire, OK, c'est quoi? C'est fédérer, c'est... qu'est-ce que c'est? C'est écouter, c'est effectivement faire preuve d'empathie. Pour nous, le dénominateur commun, c'est faire réussir l'équipe dans la durée. Dans la durée, parce que c'est possible de faire réussir une équipe, mais finalement en cramant tout le monde. Et à la fin de l'année, OK, on a réussi, mais on a dépassé les objectifs, mais tout le monde se barre, ou alors tout le monde est en burn-out, donc tu n'as pas réussi. Donc, faire réussir l'équipe dans la durée. Et donc, ça veut dire avoir défini qu'est-ce que ça veut dire faire réussir l'équipe. Qu'est-ce qui te fera dire dans 12 mois que l'équipe a réussi ou pas. Et c'est ça le problème, c'est que souvent, les managers, ils sont un peu... ils y vont à l'aveugle. Et donc, finalement, pour évaluer un manager, il faut déjà avoir posé un cadre de réussite et donc de réussite de ton équipe. Je pense que ça passe aussi avant tout pour ça. Et donc, c'est vraiment avoir posé le cadre et ensuite animer l'équipe pour que ce cadre soit respecté et nous mène en fait vers la victoire. Complètement. Du coup, j'ai une question. Est-ce que tu as senti une évolution dans la prise de conscience du management? Parce qu'en fait, tu parles beaucoup d'humain. Et dans ton livre, en fait, tu replaces l'humain dans le management. Ce qui n'est pas intuitif, hein, quand on fait des études de management, ce n'est pas forcément l'humain. Donc, tu replaces l'humain. Est-ce que tu ressens une prise de conscience au fur et à mesure des années? Il y a 10 ans, l'humain en entreprise, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Même dans la recherche scientifique, on ne le prenait pas autant en compte. Ouais. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu ressens au fil des années qu'il y a une prise de conscience de se former en tant que manager? Parce que ce n'est pas évident, la formation. On pense qu'on a soi-même que les compétences. On pense que c'est facile. On pense que ce n'est pas important, alors que c'est la première charge d'une société et que si tu regardes les faillites, souvent, c'est dû à un problème de management humain. Donc, on sous-estime cette compétence. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu observes cette prise de conscience? Alors oui et non. Ce que je veux dire par là, c'est que la prise de conscience, elle commence à arriver, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, notamment dans le top management, les COMEX, les CODIR. Je trouve que dans les directions générales, la prise de conscience, elle est souvent soit absente, soit fake. C'est-à-dire qu'on dit oui, l'humain, c'est important. Et en réalité, la personne qui a le plus d'impact sur la boîte et qui a les plus grosses décisions, elle n'est pas toujours convaincue du sujet. Et donc, il y a parfois des prises de conscience, soit dans le reste du CODIR, soit dans les managers, on va dire, plus intermédiaires. Mais en fait, en réalité, quand on ne te donne pas les moyens de réussir ton job de manager, c'est-à-dire de te décharger de l'opérationnel, effectivement, de te former initialement, mais derrière, on continue, parce que les formations one-shot, c'est cool. Mais en fait, en réalité, manager, c'est un job très solitaire et tu as des galères au quotidien. Donc, en fait, si on te bombarde pendant 3 jours, que tu es enfermé avec un formateur et son PowerPoint, tu vas être bombardé de plein de sujets, mais en fait, il va t'en rester 5 ou 10%. Et la réalité, c'est que 9 mois plus tard, quand tu vas être confronté à une difficulté managériale, la formation, elle ne te servira plus à rien parce que tu ne l'as plus du tout en tête. Et le problème, c'est que les directions générales
développent pas assez, je trouve, de moyens et ne prennent pas assez la parole elles-mêmes sur le sujet et ne sont pas suffisamment exemplaires. Et moi, le nombre de fois où en fait on forme des managers, on va dire intermédiaires, au management, et le nombre de fois où on entend cette phrase, mais vous faites cette formation à nos propres managers? Et la réponse, elle est parfois oui, mais régulièrement, nos formations au management pour les codir s'arrêtent en cours de route parce qu'en fait, ils considèrent que c'est déjà des cadors sur le sujet. Mais quand tu écoutes leurs équipes, et j'en reviens toujours à ça, le juge de paix, c'est l'équipe. Et l'équipe, elle dit, mais en fait, non. Moi, j'ai mon one-to-one, il saute 2 fois sur 3. Moi, en fait, non, il y a un tel qui pose problème dans l'équipe. Et quand je vais voir mon manager de manager pour gérer le problème, il dit non, non, on continue comme ça. Il n'y a aucun courage managérial. Et donc, la prise de conscience, elle est là, elle est plus là qu'avant. Mais derrière, les moyens pour dérouler opérationnellement cette prise de conscience et que ça devienne plus juste une prise de conscience, mais une réalité qui va venir impacter positivement le reste de la boîte, bah, je trouve que il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de oui, ouais, c'est important. Et puis en fait, derrière, on s'en fout. Quoi. En fait, le problème, c'est qu'on est en prise de conscience, mais on n'est pas, comme tu l'as très bien dit, c'est pas encore une réalité. Je l'observe. Hein. Pourquoi? Parce qu'on considère que la psychologie, ou comprendre la psychologie, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. C'est facile. On a le même problème en marketing. Le marketing, c'est facile. On prend des alternants. Le nombre de fois où j'ai affaire à des alternants qui sont directeurs de quelque chose et qui n'ont rien, parce que le marketing, bon, on prend des alternants, c'est facile, c'est peut-être pas important. Comme le management, ben les deux, c'est quoi? L'humain. Et du coup, tu as une mission, je pense, super importante aujourd'hui, à travers ton livre déjà. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, de livres qui en parlent. À déjà amener les codires, même la direction, que l'investissement humain, marketing ou management, il est essentiel. Les plus grandes boîtes ont investi dans l'humain. Apple, pas de problème. Alors, je pourrais vous citer d'autres boîtes, je n'ai pas le droit de les citer. Il y en a une qui investit énormément dans l'humain, une des plus grandes boîtes du CAC 40. Vous n'entendez aucun problème chez eux. Tout le monde veut rester là-bas. Parce qu'ils ont investi dans l'humain. Ils ont même embauché des anthropologues, des philosophes dans la société. Et ils vont se reconnaître, du coup, parce qu'il n'y a qu'eux qui font ça. Mais ça cartonne. Les gens, j'étais proche d'eux, pour dire ah non, mais nous, on veut rester. Parce qu'ils ont investi dans l'humain. Donc, il y a une mission à travers ce que tu fais aujourd'hui de faire prendre conscience que l'investissement humain, il est super important pour rebondir. Ouais, complètement. Et tu mets le doigt sur un truc qui est le sourcing des managers. C'est-à-dire, en fait, je vois, en effet, les boîtes où le climat social est le meilleur sont les boîtes qui ont réussi à revoir la sélection des managers. C'est-à-dire qu'on ne prend pas juste celui qui est là depuis plus longtemps ou celui qui est le meilleur du sujet. En fait, on a compris que le meilleur commercial ne faisait pas, évidemment, le meilleur directeur ou directrice commerciale. C'est pas du tout les mêmes compétences. Tu peux être un super vendeur et un piètre animateur d'un collectif. Tu mets en évidence un point extrêmement important, là, justement, parce que souvent, on a cette tendance à penser que, OK, il a des super compétences, donc il sera un excellent manager, alors que pas du tout. Tu peux creuser sur ce sujet, en dire plus, parce que la plupart des auditeurs sont des entrepreneurs, commencent à constituer leurs équipes où ont déjà entre 5 et 20 salariés ou des teams de freelance, etc. Et on fait souvent cette erreur en se disant « Ah, lui, c'est mon top sales, ça sera mon head of sales. Ah, lui, c'est mon... » Tu vois ? Et non, en fait, c'est pas du tout le même métier. Exactement. Et je pense que tant qu'on n'aura pas compris que devenir manager, c'est évidemment ni une promotion, ni même une évolution. Et c'est pas de moi, je l'ai entendu l'autre jour à l'anniversaire d'une boîte qui fait du coaching en entreprise, qui a réussi à craquer le truc justement pour proposer du coaching non pas uniquement aux top managers, mais aux managers intermédiaires, où en fait ils expliquaient, je trouvais ça hyper juste, que en fait devenir manager c'est une reconversion. En fait on change de job. Et tant qu'on n'a pas compris ça, et quand tu fais une reconversion, je sais pas, tu es contrôleur de gestion et tu deviens ébéniste, et ben en fait tu te formes à mort, tu réfléchis dans tous les sens, tu te poses la question de savoir mais avant de me jeter là-dedans, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Tu rencontres du monde, tu fais potentiellement un bilan de compétences. Bref, tu as plein d'actions qui se mettent en place pour, avant, éventuellement, de devenir ébéniste ou de rapprocher de ce domaine-là. En fait, quand tu deviens manager, souvent, c'est, en fait, du jour au lendemain, hop, c'est parti, on l'annonce à moitié, et puis, en fait, et c'est censé... Tu gères l'équipe. Exactement, démerde-toi. Et bien, en réalité, non. Qui dit reconversion dit, déjà, se poser la question, est-ce que je suis fait pour ça? Et en fait, ouais, tu peux être un super vendeur, mais derrière,
gérer de l'humain, gérer en tout cas au sens pas des clients. Et en fait, tu passes surtout d'un truc où tu dois plus être la star de ton équipe, mais tu dois justement faire briller les stars de ton équipe. Donc te mettre un peu plus en retrait. Et ça, c'est pas fait pour tout le monde. Surtout quand tu es sales, souvent, bah, tu as parfois un bon ego et tu es là pour surperformer. C'est ta performance individuelle, tes primes, ton variable qui va compter. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question de savoir, mais est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Et il y a des gens qui sont faits pour écouter les problèmes des autres et réussir à les écouter de manière désintéressée, vraiment être au service de l'autre. Et il y en a d'autres, c'est moins leur truc. Quand vous avez votre prochain dîner avec des copains, moi, je vous invite à vous poser la question, mais il y a des gens, mais ils vous mettent des tunnels. Ils vous parlent que d'eux, il n'y a que ça qui compte. Et puis, il y en a d'autres, c'est toi, comment ça se passe, et ton changement de job, voilà. Là, on a des prémices de gens qui sont a priori faits pour ça, ou en tout cas pour cette partie du job. Parce qu'il y a un autre problème dans le management souvent, c'est que en fait, on attend tout du manager, qu'il soit bon technicien, qu'il soit maintenant manager coach, qu'il soit aussi, qu'il ait ce côté visionnaire, leader. En fait, tout le monde ne peut pas faire ça. Je veux dire, et on va se mettre à le chercher longtemps. Et il y a de plus en plus de boîtes qui commencent à se poser la question de qu'est-ce que c'est un manager chez nous? Et souvent, la réponse, c'est plusieurs personnes. Et donc, il y a une tendance, je note des boîtes qui commencent à se poser la question de surspécialiser les managers. C'est-à-dire d'avoir des gens, effectivement, qui ne font que coacher les collaborateurs. Parce qu'il y a des gens, ils sont naturellement doués, où ils ont fait des formations pour ça, pour réussir, en un quart d'heure de discussion, ils t'ont débloqué un truc. Tu vas les voir, genre, je galère sur tel projet, je ne sais pas par quel bout prendre le truc, je suis complètement paumé. En un quart d'heure de discussion et de bonnes questions, ils te débloquent. C'est un talent, il y a de la formation, mais il y a aussi voilà, on n'a pas tous la même appétence par rapport à ça. Et puis, donc, il y a des boîtes qui commencent à surspécialiser ça et à se poser la question de savoir, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir un pool justement d'experts techniciens? Alors, dans l'univers agile, dans la tech, dans les devs, c'est des choses qui existent déjà. Et je sens qu'il y a des questionnements qui se font dans d'autres types de métiers à l'intérieur des boîtes. Et je trouve ça super intéressant. C'est quoi les signaux du coup qui montrent qu'un collaborateur n'est pas fait pour être un bon manager? Si tu devrais en citer 1, 2 ou 3. Je pense que c'est déjà ça. Déjà, il faut le sentir. En fait, et je pense que ça passe avant tout par rencontrer donc d'autres managers de la boîte pour qu'ils t'exposent un peu des retours d'expérience, en fait, tout simplement. Encore une fois, avant de devenir ébéniste, tu vas peut-être rencontrer des ébénistes pour comprendre leur réalité du quotidien. Et je pense que, en fait, c'est déjà savoir écouter, comprendre, sentir et se poser la question, mais est-ce que je me vois faire ça? Je pense que ça, c'est un premier point. Et après, il y a vraiment ce côté, je pense, la clé, c'est vraiment cette capacité à être au service de l'autre, quoi. Vraiment se dire, en fait, je suis prêt à mettre de côté mon côté contributeur individuel et sortir de mon sillon, être curieux, m'intéresser à l'autre et passer des heures à faire ça. Et voilà, c'est les gens qui ont aussi cette capacité, je pense, à faire preuve d'humilité. Parce que, en fait, quand tu es manager, se planter fait partie du jeu. La question, c'est pas ne pas faire d'erreurs, parce que tu en feras. C'est comment tu te relèves, entre guillemets, de ces erreurs, comment tu te remets en question, comment tu apprends et comment tu acceptes justement que tu as des angles morts et que tu vas avoir besoin des autres pour les voir. Et si tout ça ne te parle pas, c'est qu'a priori, tu n'es pas forcément fait pour ça. Tu as dit tout à l'heure un mot qui était le courage managérial. Tu peux nous en dire plus parce que c'est un sujet qui est important mais abstrait pour beaucoup. Ouais, c'est vrai que pour moi, c'est un des problèmes numéro 1 du management, en tout cas en France, parce que c'est le terrain de jeu sur lequel moi je m'éclate, c'est le manque de courage managérial. Et le courage managérial, qu'est-ce que c'est? Peut-être que Romain, tu nous donneras un peu ta définition, mais en tout cas dans des exemples très concrets, des situations très concrètes, c'est justement être capable d'avoir des conversations difficiles. C'est-à-dire, il y a un collaborateur qui a un comportement qui n'est pas OK, qui sort du cadre, je sais pas, quelqu'un qui arrive 3 fois de suite en retard à la réunion d'équipe, c'est pas je vais faire l'autruche en me disant j'espère qu'à la prochaine, il arrivera à l'heure. Ou alors, c'est pas si grave, finalement, d'arriver un quart d'heure en retard en réunion d'équipe. Alors que ça génère évidemment déjà du retard dans la réunion. Et puis surtout, ça renvoie une image au collectif qui est vraiment pas positive. Et ça peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on ne le pense. Et donc, avoir cette capacité d'en parler immédiatement aux collaborateurs. Parce que souvent, moi, je rappelle souvent que ce sur quoi on ferme les yeux, finalement, on l'encourage. Et en fait, sans s'en rendre compte, on amplifie le phénomène. Je reprends mon exemple de le collaborateur qui arrive 3 fois de suite en retard à la réunion d'équipe. Si on lui dit rien et qu'il continue à le faire à la 4e, les autres, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Déjà, lui, il va se dire, en fait, on me dit rien, donc c'est OK. Et les autres,
ils vont se dire, bah, en fait, finalement, la ponctualité à nos réunions, on s'en contrefout. Donc la prochaine fois que je suis un peu à la bourre, plutôt que de courir pour arriver à l'heure, bah, en fait, je vais me détendre. Et au final, 6 mois plus tard, la réunion d'équipe, elle démarre une demi-heure plus tard parce qu'en fait, tout le monde arrive à la bourre. Et donc, le courage managérial, c'est cette capacité à avoir ces fameuses conversations difficiles et à dire les choses franchement, mais intelligemment et de manière constructive et d'adulte à adulte. C'est savoir se séparer d'un collaborateur qui pose problème. Et ça, souvent, moi, je vois le nombre de managers que je ramasse, entre guillemets, à la petite cuillère parce qu'ils subissent un collaborateur qui a des comportements toxiques. Et on parle souvent du management toxique. Mais en fait, en réalité, heureusement, la majorité des managers sont de bonne volonté et font tout pour leurs équipes et parfois ont des comportements dans leurs équipes qui sont terribles. Moi, avant-hier, j'avais une discussion avec un manager qui ne dormait plus la nuit, qui se mettait à s'alimenter beaucoup moins bien. Ça commençait à avoir des impacts énormes, même sur son couple, à cause d'un comportement toxique au sein de son équipe et d'un manque de soutien aussi de sa propre hiérarchie. Donc le courage managérial, c'est ça, c'est faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire quand on devient manager, parce que c'est pas pour se séparer de quelqu'un qu'on devient manager, c'est pas pour avoir des conversations difficiles qu'on a envie de le faire, mais pourtant c'est vraiment nécessaire. Et en gros, je reviens à ce que c'est un bon manager, c'est poser un cadre. Et une des missions aussi, c'est réussir à le faire respecter. Et le faire respecter, c'est donc faire preuve de ce fameux courage managérial. Et le problème souvent, c'est qu'on a parfois, en tant que manager, tu fais tout ça, mais quand au-dessus, tu en manques et que tu n'es pas soutenu, bah, c'est hyper compliqué. Et donc moi, je rappelle souvent que voilà, en fait, quand on commence à subir son rôle de manager, c'est souvent parce que justement, on fait preuve un peu trop de laxisme, que ce soit à son niveau ou au niveau du management supérieur, on va dire. Et je trouve que c'est un bon marqueur quand on commence à sentir que ça ne va pas, que c'est difficile et qu'on subit trop quelque chose. Souvent, c'est le manque de courage managérial qui en est à l'origine. J'ai une question pour vous deux. C'est quoi la différence, selon vous, entre un bon leader et un bon manager? Robin, est-ce que tu veux lancer? Alors, dans les observations, si on regarde ce qu'on appelle en science les verbatims, un leader a une tendance à dire « nous », que le chef manager va dire « je ». Ça, c'est ce qu'on va observer. Maintenant, encore une fois, dans les observations, c'est très, très difficile à différencier. Je pense que, Ludovic, tu as beaucoup plus d'expérience de terrain. Le leader, c'est la personne qui va essayer de créer un sens commun, donc un collectif, comme tu dis, à travers un « nous », une construction d'un « nous ». Donc ça, c'est des travaux de psychologie sociale très classiques, qui a commencé avec Kurt Lewin. Et en construisant ce « nous » commun, où chacun va apporter à ce sens, pour atteindre l'objectif. Voilà, donc chacun apporte. Le chef ou le manager, comme tu disais, va être beaucoup plus directif. Il ne va pas construire ce collectif du « nous ». Nous, on va être beaucoup sur ça, construire un « nous ». Comment construire un « nous » où on se sent envie de travailler ensemble tous les lundis matins et pas justement se tirer entre collaborateurs. Et le chef va laisser cette tendance à la compétition parfois ou à la critique dans le groupe. On parle de mini-groupes, de petits groupes, de micros, et d'imposer un point de vue. Et donc là, il ne construit pas un collectif, il construit une façon de travailler qui, je ne sais pas, un « nous », c'est un « je » à travers. Donc il y a lui et voilà, on suit sa direction. Et voilà, comment on pourrait différencier très simplement ces deux. Voilà comment on le différencie en psychologie sociale, pas plus simple. Ouais, moi je dirais, je te rejoins complètement. Je dirais, pour compléter, que en fait, manager, c'est un titre déjà. C'est-à-dire que alors que leader, alors parfois, des tech leads, par exemple, chez les devs, ça peut exister. Mais donc, en réalité, bon, voilà, c'est un statut. Mais manager, tu deviens manager et c'est un rôle, c'est presque dans ton contrat de travail, entre guillemets, qu'une de tes missions, c'est d'encadrer, d'accompagner une équipe. Leader, c'est un rôle. Et donc, en fait, idéalement, je dirais que tous les managers devraient aussi avoir ce rôle de leader. Et j'en reviens, en fait, c'est comme en marketing, quoi, l'inbound et l'outbound, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le manager, on te donne ce titre et voilà, et tu l'as parce que c'est un statut. Et puis, le statut de leader, en fait, tu l'acquiers par, en fait, l'attractivité que tu as par les gens qui t'entourent, que ce soit d'ailleurs ton équipe, ou en fait l'ensemble des parties prenantes en fait avec lesquelles tu travailles, même
parfois des relations clients-fournisseurs, il peut y avoir un peu une histoire de leadership qui se met en place. Et je trouve que c'est ça la différence. Et effectivement, le manager qui va ne s'appuyer que sur son statut, bon courage à lui, parce qu'en fait, il n'arrivera pas de toute façon à lancer une dynamique positive. Et c'est toujours pareil, quand tu passes ta vie uniquement à imposer des choses aux autres, surtout dans la société d'aujourd'hui, parce que quand tu le faisais dans les années 70 ou 80, ça marchait. Aujourd'hui, la culture sociétale au sens large est plus adaptée en fait à ce mode de fonctionnement. Donc c'est pour ça que quand tu es manager, il faut réussir à tendre vers le leader. Et ça passe aussi par cette capacité à dire les choses franchement et à être à la fois, parfois, ce fameux manager-chef, qui n'est pas un gros mot, parce que parfois, il faut être directif, c'est nécessaire pour faire réussir l'équipe dans la durée. Et puis, il y a la grosse majorité du temps, il faut être plutôt, justement, ce manager plutôt coach, accompagnateur, facilitateur. Et c'est en réussissant à combiner ces deux casquettes au bon moment que tu réussis à tendre vers ce rôle de leader et que mécaniquement, ton équipe va apprécier en fait ta manière de fonctionner. Ouais. Et ce qui est en fait extrêmement dur. Est-ce qu'il y a un métier où tu dois gérer à la fois ce côté directif, où c'est dur, parce qu'il faut savoir communiquer cette direction, comme tu disais, ce courage. Ouais, mais c'est des stratégies de communication, donc c'est dur. Et à la fois, comme tu disais, être bienveillant. Donc il y a cette nuance à mettre en place. Il y a très peu de métiers où tu dois faire les deux. Ouais. C'est très très dur en fait. Et tu gères de l'humain. Donc un humain qu'on sait aujourd'hui, pas rationnel, mais plutôt chaotique. Parce que l'humain, on le connaît depuis peu de temps finalement, à travers les travaux de Daniel Kahneman, Richard Taylor, ce qui s'applique au management. Et donc du coup, c'est très dur. Et en plus, cette nuance que tu parles, il faut la tenir sur le long terme. Or, qu'est-ce qui vient détruire à un moment donné cette capacité à le gérer? Parce que je pense qu'après une formation, la personne, pendant 3 mois, elle est nickel. Mais si je te mets un coup de pression, une crise économique, l'entreprise, les ventes chutent, par exemple, les pressions sur les chiffres sont plus importantes, ben là, tu as les émotions qui rentrent en jeu. Donc le calcul rationnel en disant « Ok, je dois me contrôler, je dois bien communiquer, je dois faire ci, je dois faire ça », c'est un travail d'un psychologue quasiment, c'est super dur. Plus gérer les émotions, ça devient l'un des métiers les plus difficiles à gérer. Et c'est ça le défi, parce qu'il faut tenir sur le long terme la gestion des émotions. Je vous donne un exemple très simple, le mien. J'ai été formé à tous les outils. Alors vraiment, j'ai lancé mon entreprise avec tous les outils que moi-même, je partageais à mes étudiants en master. Donc, je suis censé être le bon leader, le bon manager. J'ai tout bien appliqué au début. On était 4-5 salariés, ça a très bien marché. Dès qu'on est passé à 18, donc de 4 à 18, grosse erreur, je pense que tu vois venir le truc, où là, on arrivait à faire un site web en une semaine, on est passé à 1 mois. Le chiffre d'affaires, record. On a fait un chiffre d'affaires, la première année de bénéfices, 1,2 million. J'ai réussi à faire le même chiffre d'affaires, mais avec 18 salariés. Et j'ai tout perdu dans le management. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est de plus en plus dur, il fallait faire de plus en plus de ventes. Les charges salariales, elles ont augmenté. Eh bien, j'ai été pris dans un tunnel émotionnel que toutes les stratégies que je mettais en place, je ne les voyais plus. Je ne voyais plus les signaux. Tu disais la personne qui arrive en retard. Ben moi, ça m'arrivait. Mais je ne le voyais plus. Parce que j'étais tellement focus sur les objectifs de ma boîte en tant que dirigeant que la personne qui arrive en retard, je ne voyais plus. Je ne voyais plus ce qui se passait. Les relations toxiques qui sont créées au sein de l'entreprise, je ne le voyais plus. Et ça, c'est très très dur en fait, de gérer les deux. Cette crise humaine. Et donc, je ne sais pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la formation sur le long terme. Parce qu'on me l'aurait rappelé au bon moment, je leur dis ah oui. On m'aurait dit stop au bon moment, je leur dis ah oui. Mais sur le moment, quand on est pris par les émotions, ce calcul rationnel, d'avoir cette nuance, de prendre sur soi, d'être ultra calme quand on te dit tu as perdu un client, tu ne sais pas comment payer les salariés à la fin du mois. Et quand on arrive, on te dit ah, il y a machin qui a eu ça. Ouais, non, je ne peux pas là. Et donc, du coup, je deviens pas méchant, mais peut-être un peu méchant. Et un autre problème, on pourra en discuter aussi, c'est quand tu es toujours nickel. Donc, on te met comme gentil, bienveillant. Et le jour où tu fais une connerie, où tu es en colère, tu parles mal, on va te dire « Ah, il montre son vrai visage ». Alors que, moi, il y a un autre associé qui a toujours été un peu plus méchant, plus dur. Il était considéré comme méchant. Lui, il est devenu un peu gentil. À un moment donné, il a été gentil, il a été bienveillant. Ah, finalement, c'est lui le gentil. Je trouve ça totalement injuste. Et c'est un calcul émotionnel.
Parce qu'en fait, on a un taux de base et en fait, on s'appuie sur le taux de base finalement qu'on connaît. Donc, un manager trop gentil, quand il va faire une action qui sera négative, sera mal perçu. Alors, si tu as des astuces, moi j'avais trouvé une entre-temps, mais pour gérer ce problème, en disant que parfois je peux m'énerver, mais parfois, je regrette, parfois je peux dire les choses de la mauvaise manière, mais je les su plus tard, après les erreurs. Donc voilà, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, garder sur le long terme le statut de cette nuance, vu que c'est contre-intuitif, c'est super dur. Ouais, non, mais c'est clair, hein, c'est hyper galère hein, d'être manager, et c'est pour ça aussi que tout le monde n'est pas fait pour être manager, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut développer l'empathie envers les managers. Et moi, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un collaborateur qui ne me dise pas mon manager me remercie pas assez, me félicite pas assez, il est pas assez comme ci, comme ça. Et quand je leur pose la question, mais toi, la dernière fois que tu as remercié ou félicité ton manager, c'était quand? Parce que je suis sûr qu'il fait des trucs très bien, ton manager. J'ai rarement de réponse très précise. Je vais te donner un exemple hyper concret. C'était il y a quelques semaines, je discutais avec une DRH d'une grande boîte d'assurance qui est basée à la Défense. Et en fait, elle m'expliquait que chaque année, il y a un moment hyper galère qu'elle vit en tant que manager, c'est les augmentations salariales et parfois les non-augmentations salariales. Elle a une enveloppe et elle doit distribuer les augmentations salariales à certains salariés de son équipe. Et donc, tout le monde n'en a pas, et c'est chaque année le bureau des plaintes, des pleurs, c'est l'horreur pour tout le monde. Et donc, un jour, elle a dit, mais moi, j'en ai ras-le-bol de cette situation, donc vous vous plaignez de ce que je fais, etc. Très bien, voilà l'enveloppe cette année, débrouillez-vous entre vous, et mettez-vous d'accord sur la manière dont vous allez distribuer l'enveloppe. Et qu'est-ce qui s'est passé? 15 jours plus tard, ils sont revenus la voir en lui disant, en fait, on n'y arrive pas. On a besoin de ton aide, on préfère le système de c'est toi qui décides, etc. Et depuis, ça fait 2 ans, plus une seule plainte au moment de la distribution des augmentations. C'est ça pour dire que c'est très facile de taper sur son manager et de se dire qu'il est maladroit, qu'il est ceci, qu'il n'est pas assez comme ça. Et en réalité, quand on se retrouve soi-même à devoir prendre les décisions, on se rend compte que c'est pas si simple que ça et que finalement, en fait, c'était peut-être le moins mauvais des systèmes, mais en tout cas un système bien meilleur que si ils avaient la main et qu'ils devaient se débrouiller entre eux. Je trouve que ça souligne bien la difficulté de ce rôle, où en plus c'est hyper ingrat parce que tu as en plus assez peu de reconnaissance et que on ne se rend pas compte de la difficulté c'est un job de funambule, quoi. Il faut être équilibriste en permanence et ça fait partie du job d'être déséquilibré d'un côté, de revenir de l'autre. Et pour ça, il faut réussir à casser, on parle souvent de la solitude du dirigeant ou de l'entrepreneur, il y a aussi la solitude du manager au sens large. Et il faut réussir à casser ça en s'inspirant de ce qui est fait, par exemple, pour les entrepreneurs, des ateliers de co-développement, tu as des incubateurs pour entrepreneurs, tu as des masterminds. En fait, faire la même chose pour les managers, pour régulièrement exposer les problématiques qu'on rencontre pour avoir ce recul nécessaire. Et c'est ce que tu disais, peut-être qu'à ce moment-là, si tu avais eu ça, tu te serais rendu compte de certaines choses et créer ces communautés managériales au sein des boîtes, quelle que soit la taille des boîtes, même si tu n'as que 2 managers dans la boîte, en fait, avoir un rituel où une fois par mois ou une fois ne serait-ce que par trimestre, on se fait un déj pour vider notre sac sur les difficultés managériales qu'on rencontre et avoir l'avis de l'autre, ça a une valeur de dingue. Tu évoquais le fait que c'est difficile d'être un bon manager et que tout le monde n'est pas fait pour être manager. Je te posais la question tout à l'heure de la différence entre leader et manager. Moi, je me considère un bon leader, mais je me considère un très mauvais manager. Et les entrepreneurs, justement, on a ces 2 casquettes à devoir avoir. L'exemple que tu as évoqué, je trouve que c'est un exemple ultra concret et beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans cet exemple. Il y a plein d'autres exemples. Mais ma question, c'est est-ce qu'on est manager ou est-ce qu'on peut quand même réussir à le devenir au mieux? Auquel cas, comment est-ce qu'on identifie si on est potentiellement fait pour ça, pour pouvoir, en tant qu'entrepreneur, rapidement sortir de ce rôle-là, parce qu'on a la chance qu'on peut choisir le rôle qu'on a en tant qu'entrepreneur, donc autant déporter ce rôle sur quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus compétent dans ce rôle-là, et du coup le mettre au service de son entreprise. Ouais, alors je pense qu'effectivement, tout le monde n'est pas fait pour ce job-là, mais comme tout le monde n'est pas fait pour être pilote de ligne, par exemple, et heureusement. En revanche, je pense que personne ne naît véritablement manager, on le devient parce que, mine de rien, même si tu dois avoir quand même une certaine base, c'est-à-dire cette capacité à
aimer passer du temps avec les gens pour écouter leurs difficultés, leurs galères, savoir te mettre en retrait, comme on l'expliquait tout à l'heure. Il y a quand même de la technique, des outils, des méthodes, des rituels à mettre en place, des prises de conscience à avoir sur les enjeux de ce rôle. Donc c'est un cumul des deux. C'est à la fois une base de soft skills et d'intérêt pour le sujet, plus des compétences techniques, parce qu'il faut quand même être très rigoureux quand on est manager. C'est avant tout aussi de la méthode. Et donc, c'est le cumul des deux qui vont faire que tu vas beaucoup mieux t'en sortir que d'autres. Et après, ce que tu disais est très juste, c'est que de toute façon, pour moi, il faut écouter les équipes. Écoutez vos équipes. Et ayez l'humilité de leur demander. Moi, je trouve que dans toutes les boîtes, les managers devraient être évalués par leurs équipes. C'est fait dans quelques boîtes. Évoquer Apple, par exemple, c'est un grand classique chez eux. Et c'est on va dire le N+2 qui regarde les évaluations et qui, du coup, se dit, mais et ainsi de suite jusqu'au sommet de la pyramide. En fait, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? On est évalué sur nos jobs. On oublie que le job de manager, c'est un job à part entière, un métier à part entière. C'est un métier, en fait, manager. Et ça, on l'oublie. Et donc, je pense qu'en fait, c'est à l'épreuve du terrain, souvent, qu'on se rend compte de la réalité des choses. Et si on subit trop ce rôle ou que les équipes nous subissent trop en tant que manager, c'est assumer de se dire qu'en fait, je ne suis pas fait pour ça. Et c'est vrai que, en fait, être entrepreneur, c'est être capable aussi de se focus sur là où on est le meilleur et de s'entourer ensuite de personnes qui sont meilleures que soi techniquement. Et ça, c'est très fort. Et donc, déporter en effet la charge managériale sur d'autres personnes, elle est là la clé. Et c'est pas toujours, malheureusement, c'est pas toujours fait. Tu dis justement dans ton livre, Dream Team, derrière, révolutionnez votre façon de manager pour que N+1 ne soit plus jamais égal à 0. Selon toi, justement, cette organisation très, on va dire, rigide, normée, traditionnelle, N+1, N+2, etc., est-ce que dans notre société où il y a beaucoup de choses qui changent, elle a encore sa place? C'est sûr que la société évolue beaucoup plus vite que le modèle managérial qui... Après, d'un autre côté, je suis mitigé, en fait. Je n'ai pas complètement tranché la question. Parce que d'un côté, ce modèle pyramidal, il est quand même ultra résilient. S'il y avait un modèle magique qui alliait performance et bien-être pour tout le monde, qui marchait dans tous les cas, etc., et qui aurait fait ses preuves à grande échelle, en fait, j'imagine qu'il y aurait eu beaucoup plus de migration du modèle A vers le modèle B. Or, je constate que ce n'est pas le cas. Donc, je me dis quand même que ce modèle, il fait ses preuves. Je vois aussi, je dis ça parce que, par exemple, l'holacratie, par exemple, un autre modèle organisationnel où on a complètement challengé ce modèle pyramidal, je vois pas mal de gens venir à nos formations pour trouver beaucoup plus de cadres. Donc, on voit bien finalement que c'est pas tout noir ou tout blanc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des choses à changer. Et je pense que, en fait, c'est avant tout, selon moi, le problème, c'est une histoire de culture et d'adéquation de ce que recherche un collaborateur avec la culture managériale dans laquelle il s'apprête à entrer. Et je trouve qu'on n'insiste pas assez là-dessus. On parle beaucoup de culture d'entreprise, et pour moi, la culture managériale, elle fait partie évidemment intégrante de cette culture, mais pour moi, on n'en parle pas assez dans les entretiens de recrutement, sur la page Welcome to the Jungle. En fait, parce que parfois, il y a des collaborateurs qui veulent du directif. Et c'est tout à fait OK, en fait, si c'est ce que tu recherches. Parce qu'il y en a certains qui se disent, en fait, moi, justement, je reprends mon exemple de l'enveloppe salariale. Moi, décider de certaines choses comme ça ne me va pas du tout. Et donc, je trouve que le problème, il n'est pas tant dans le modèle, il est plus dans je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité de modèles sur le marché, on va dire. Et donc, trouver le bon modèle par rapport à ce que tu recherches, je trouve que c'est difficile. Le bon modèle pour tout le monde, je pense qu'il est compliqué. Après, force est de constater quand même que le modèle pyramidal, il arrive par certains côtés à bout de souffle, parce que quand tu regardes le nombre de managers qui se disent en détresse psychologique, quand tu regardes d'un autre côté aussi, côté collaborateur, combien se disent non satisfaits de la relation qu'ils ont avec leur manager, les chiffres sont énormes. Il y a plein d'études, mais tu as par exemple, moi, c'est une étude cadre emploi qui m'avait frappé quand j'avais commencé à m'intéresser à ces sujets, où tu as 63% des collaborateurs qui se disent non satisfaits de la relation qu'ils ont avec leur manager. Et puis tu as une étude l'année dernière, par exemple, et pour le coup, là-dessus, des chiffres de cette nature-là, il y en a plein. Tu as 44% des managers en France qui se disent en détresse psychologique. Donc, c'est énorme. Donc, tu as d'un côté des collaborateurs, ça ne va pas. De l'autre côté, les managers, ça ne va pas. C'est du perdant-perdant. Donc, il y a un truc à craquer. Et je pense que, comme souvent, le bon équilibre, il est entre les deux. C'est-à-dire
un peu de pragmatisme, choisir les bonnes personnes pour ce rôle-là, évaluer ces personnes-là, se dire que c'est pas parce que tu manages un temps que c'est pour la vie. Le problème, c'est qu'il y a trop de managers qui n'acceptent pas de revenir en arrière, alors que ça devrait être tout à fait naturel de dire je teste, ça marche pas. Si ça marche et que j'ai continué et que j'ai envie de continuer, je continue. Si je suis cramé, parce qu'on le disait, c'est hyper dur, en fait, je vais arrêter un temps et peut-être que j'y reviendrai. Tant qu'on ne reverra pas ce rôle comme un métier à part entière et qui peut nous accompagner un temps et le mettre en pause et y revenir potentiellement plus tard, je pense qu'on continuera à avoir des difficultés, à mon avis, sur le sujet. J'ai une question pour vous deux. On parle beaucoup de management. Rentrons dans le concret, rentrons dans le vif et parlons également de l'engagement des équipes. C'est un vrai sujet, que ce soit pour les managers, mais aussi pour les entrepreneurs, quel que soit le niveau. Comment vous voyez l'interaction entre l'humain et les mécanismes cognitifs pour engager les équipes? Je te balance la balle, Robin. Alors, moi, je vais l'attaquer sur l'angle des biais cognitifs. Dans la recherche en psychologie, il y a une petite révolution. On pensait que l'humain était rationnel. Donc forcément, un humain rationnel, il est motivé par quoi? Par un salaire, par exemple. Donc plus son salaire augmente, plus il est motivé. Dans le concret, ça ne marche pas comme ça. En fait, on a vu que l'humain ne fonctionnait pas de cette façon rationnelle, mais plutôt de façon émotionnelle et même irrationnelle. Que le salaire, oui, ça aide, mais donner le sens à pourquoi je me lève le matin, ça apporte une dimension bien supplémentaire. Donc, c'est encore le premier biais, c'est de croire, encore une fois, que la simple motivation, c'est le salaire. Si c'est ça, c'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ pour l'engagement. C'est le sens, je pense que tu en parles dans ton livre. Tu donnes un super exemple, je crois que c'est toi qui le donnes, j'espère que c'est toi qui le donnes. C'est avec la pierre. Ouais. Je te laisserai le donner, parce qu'il est génial, pour donner le sens. Donc pourquoi je me lève le matin? Donc il faut être créateur de sens. Les startups arrivent à créer du sens. Pourquoi on a créé ça aujourd'hui? La révolution qu'on veut apporter dans le schéma. Et même quand on a un sens important, il faut savoir que certains salariés sont prêts à faire des sacrifices pour justement faire bouger les lignes dans la société. Donc, c'est le premier point. Deuxième point, sur les biais cognitifs à prendre en compte dans l'humain, dans l'engagement. Alors, il y a une étude qui a été publiée dans la plus grande revue scientifique, une des plus grandes, qui est Science. Quand on publie dessus, c'est bon, notre carrière elle est faite. Et ils ont observé les critères de performance, donc d'engagement, pour des équipes. Le premier critère était bien sûr l'intelligence sociale dans l'entreprise. En fait, si la culture est toxique, parce qu'on parle de manager, mais si entre les salariés, il y a une culture toxique, où ça se critique, ça se juge par derrière, parfois le manager ne le voit pas, mais il doit, c'est encore une fois son rôle de le voir. Alors, je ne sais pas comment il peut faire, mais ça fait partie de cette dimension-là. Donc, quand il y a une culture toxique qui est mise en place, déjà, ça détruit, tu as des émotions, tu ressens des émotions. Les études, elles montrent quoi? Plus tu as des émotions négatives, donc tu penses à ton travail, mais tu penses aussi que l'autre, tu ne t'entends pas. Ça te crée une charge. Donc, tu es beaucoup plus fatigué en fin de journée parce que ton cerveau doit faire attention à la menace. C'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Si tu as un manager ou tu as des collaborateurs qui sont menaçants pour toi, forcément, pour toi, c'est une charge, donc tu es beaucoup plus fatigué. Plus tu as cumulé cette fatigue, forcément, c'est là où tu as les prémices, je parle des prémices d'un burn-out. C'est-à-dire que, à force d'avoir ces cultures toxiques, ton cerveau en ressent et tu es beaucoup plus fatigué. Tu es beaucoup plus fatigué, donc tu es moins productif. Et là, tu commences dans cette escalade. Des études en neurosciences ont montré récemment. Alors, c'est un post LinkedIn qui a très bien marché, du coup. Pourquoi? Parce qu'on a montré que quand on avait une culture toxique et que tu étais en mode défense dans l'entreprise, ça réduisait ton cerveau. C'est-à-dire qu'on observe une atrophie de ton cerveau. On observe dans les zones, justement, de mémoire, des zones importantes, de fonctions cognitives, de décision, que une réduction de la matière grise. C'est pas rien. Parce qu'avant, le harcèlement au travail, c'était t'as un burn-out, c'est quoi? C'est psychologique, on ne le mesure pas. Si, on peut mesurer physiquement que aujourd'hui tu subis ça. Alors quand tu crées ça dans la société, forcément ta performance elle diminue et tu n'as aucun gain à obtenir ça dans ta société. Donc, le premier critère, ne pas avoir une culture toxique, donc avoir une intelligence sociale. C'est aussi entre les collaborateurs. C'est aussi apprendre. Moi, je suis totalement pour de dire on ne juge pas, on ne critique pas. S'il y a un problème, on en parle directement, à libérer cette intelligence sociale entre les gens. C'est un des critères.
Deuxième critère qui est peu connu, c'est ce qu'on appelle la mémoire transactive. Alors, c'est quoi? On a vu que les meilleures équipes de football, c'est pas forcément le rapport individuel, mais le rapport collectif. C'est de savoir ce que l'autre va faire et de l'anticiper. C'est-à-dire que tu joues au foot, tu sais qu'il va être là, tu l'as anticipé parce que tu sais son fonctionnement et tu fais la bonne passe. Ben, c'est pareil dans l'entreprise. On a vu que les personnes qui comprenaient comment pense l'autre, on réduisait les communications et on facilitait les échanges. Parce que plus tu as de salariés, plus tu augmentes tes communications, plus tu perds en performance. C'est contre-intuitif. Parce que tu rajoutes des réunions, tu rajoutes de la communication par email, par Slack, c'est le bordel, c'est compliqué. Et bien là, quand tu comprends comment fonctionne l'autre, ben, tu peux mieux ajuster. Donc on fait des ateliers de mémoire transactive. Ça veut dire quoi? Ben, explique-moi, par exemple, Ludovic, comment tu fonctionnes quand tu as cette tâche. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ta pensée? Ben, en comprenant ta pensée, moi, je peux ajuster, ben, j'ai moins de demandes. Parce que je sais comment tu penses et je sais comment je vais réagir. Ça, c'est un des critères, bien sûr, qui a beaucoup joué. Un autre critère, tu vas en rajouter, bien évidemment, la personnalité. Il faut savoir que la personnalité, c'est un des points assez importants pour un manager à prendre en compte. Il y a des personnes qui sont peu consciencieuses, d'autres qui sont consciencieux. Mais il faut savoir que dans les extrémités, on ne s'entend pas. Mais si je t'explique comment toi tu penses, par exemple, Alec Henry, à force de le connaître, c'est quelqu'un de consciencieux. Il a à l'heure, c'est structuré, tout est ultra structuré longtemps à l'avance. Il est consciencieux. Mais je sais que du coup, qu'il est consciencieux, il va moins tolérer les personnes peu consciencieuses, automatiquement, parce qu'il y verra un manque de sérieux, alors que lui, pas du tout. Je vais prendre l'exemple des introvertis et extravertis. Un introverti va trouver bizarre un extraverti. Par exemple, sur LinkedIn, quand tu mets plein de points d'exclamation, on va te dire, bon, lui, c'est un extraverti. Pour un introverti, c'est quelqu'un qui crie très fort, qui buzz l'éclair. Mais pas pour un extraverti. Pour un extraverti, quelqu'un qui ne met pas des points d'exclamation ou pas de smiley, c'est quelqu'un qui est plutôt froid. Donc, ils ont tous les deux perceptions différentes. Donc, forcément, le conflit, il est là. Donc, quand quelqu'un est consciencieux, le dossier, t'as demandé lundi matin, il faut qu'il soit là pour que moi, je puisse avancer. La peu consciencieux, pour lui, c'est pas très important, donc ce sera peut-être mardi, mais il va te dire lundi. Toi, ça va créer un conflit, mais pour elle va dire, elle est trop stricte. Et bien, en fait, on a vu que quand on comprenait la personnalité de chacun, et quand on créait des ateliers de personnalité en disant, voilà comment il fonctionne, et tu donnais le mode d'emploi de la personne, on était beaucoup plus tolérant. Ça veut dire que, ok, il est introverti. Ça veut dire quoi, introverti? C'est que pendant sa pause café, je le laisse car il a besoin d'être seul pour se ressourcer. Quand moi, j'avais ma directrice, elle est introvertie, tout le monde allait la voir à la pause café, forcément, pour poser les questions. Donc, elle ne se reposait jamais. Donc, on a imposé le fait qu'elle prenne sa pause café seule. Maintenant, on le savait, on la laisse. Elle se ressource. Un extraverti, c'est l'inverse. Lui, il se ressource en parlant à tout le monde. Donc, en gérant déjà ces facteurs-là, tu augmentes ta culture d'entreprise. Alors là, je te parle sur la partie psycho. Alors, je pense que tu as largement complété, mais là, c'est des apports de la recherche qui sont très récentes. Et la mémoire transactive, c'est des recherches qui sont françaises en plus, travaillées dans un laboratoire de Rennes. Donc, c'est un peu chauvin, mais je voulais le préciser quand même. Voilà. Non, moi, pour compléter, je vais aller effectivement sur un autre terrain. Alors, hyper intéressant ce que tu disais. C'est vrai que nous aussi, on recommande vachement déjà de définir le mode d'emploi collectif, le mode d'emploi de l'équipe. Donc là, on revient au cadre que j'évoquais, c'est-à-dire les règles, les modes de fonctionnement, les principes qu'on souhaite voir et pas voir, les comportements qu'on veut privilégier et ceux qu'on veut surtout pas voir dans l'équipe. Tout ça, de l'écrire, de le co-construire avec l'équipe, parce que le jour où il y en a un qui justement sort du cadre, c'est beaucoup plus simple de s'y référer pour recadrer. C'est comme si, je sais pas, un arbitre, il siffle pas de hors-jeu dans un match de foot et qu'à la 75e, il commence à en siffler un. Tu dis, mais je comprends rien, c'est très compliqué à expliquer du coup aux joueurs. Ouais. Et ça, c'est à l'échelle collective. Et puis à l'échelle individuelle, en effet, que chacun partage son mode d'emploi avec un gabarit, un template que le manager partage, et ensuite on se retrouve tous pour en discuter. C'est hyper fort. Ça résout pas tous les problèmes, mais le jour là aussi où il y a un problème relationnel, on peut beaucoup plus facilement s'y référer. Tu te rappelles, moi, effectivement, je suis plus last minute, alors que toi, tu aimes bien tout anticiper. Donc, c'est ça qui fait que c'est pas simple entre nous. Donc, quel nouveau cadre de fonctionnement on peut créer ensemble pour que ça marche mieux. Après, sur l'engagement, pour revenir
à la question, en fait, moi, dans mes travaux, on va dire, préparatoires à Dream Team, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 5 grands besoins fondamentaux qu'on retrouvait chez les collaborateurs. Et la clé, justement, pour maximiser l'engagement de son collaborateur, c'est de comprendre quel est le moteur chez Jean-Michel ou chez Sarah. Et ils n'ont pas le même moteur. Et le grand classique, c'est aussi d'aller calquer, le biais qu'on a, c'est de calquer son propre modèle sur celui de ses collaborateurs. Et les 5, pour faciliter leur on va dire mémorisation, je les ai réunis autour d'un acronyme qui est l'acronyme DREAM, donc rêve en anglais, puisque les 5 lettres D-R-E-A-M sont les initiales des 5 besoins en question. Donc, il y a le D de direction, donc le sujet du sens que tu évoquais. Est-ce que je comprends finalement pourquoi est-ce que je me lève le matin? Est-ce que je comprends là où va la boîte, la stratégie, est-ce que je m'y reconnais, etc. Le R de reconnaissance, est-ce que je suis valorisé dans mon job ou pas? Ensuite, il y a le E d'environnement social, donc c'est là où on va retrouver l'ambiance, la confiance, la sécurité psychologique que tu évoquais. Le A d'autonomie, est-ce que je suis responsabilisé à mon juste niveau? Et enfin, le M de monter en compétences. Est-ce que j'ai le sentiment de progresser, d'apprendre de nouvelles choses ou pas? Et en fait, parmi les 5, il y en a certains qui vont parler, peut-être que Jean-Michel, lui, ce sera le A d'autonomie. C'est-à-dire que quand lui, il veut avoir la main sur les choses et avoir de l'impact, et s'il ne l'a pas ou plus, parce qu'il est trop micromanagé, par exemple, il va se sentir étouffé et il ne va pas donner le meilleur de lui-même. Et peut-être que une Sarah, elle, ce sera plutôt la montée en compétences, parce que Sarah, quand elle n'apprend plus, elle a envie de se barrer, de quitter son job. Donc je pense que la clé, c'est vraiment de comprendre quel est le besoin fondamental parmi les 5, et ensuite de demander à Jean-Michel, OK, tu m'as dit que c'était l'autonomie, ta jauge d'autonomie, où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle est bien remplie? Est-ce que ton besoin il est nourri, ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt sur la réserve? Et donc ton job de manager, c'est d'aller comprendre ça, faire le diagnostic et ensuite de co-construire avec la personne, de lui dire Sarah, ou toi tu me dis que c'est la montée en compétences, on est plutôt la jauge, là, elle a pas mal baissé ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les prochains mois pour que ta jauge remonte? Et quand tu as quelqu'un qui retrouve ce qu'il est venu chercher dans son job, là, tu as quelqu'un qui finalement se pose beaucoup moins de questions, qui est concentré sur ce qu'il fait et qui est content de se lever chaque matin, de retrouver l'équipe, et il va insuffler aussi un truc hyper positif auprès du groupe. Tu as indirectement répondu à ma prochaine question, qui est finalement comment on crée un environnement qui est propice pour que chacun donne le meilleur de soi-même. Ouais, je pense qu'une des réponses, elle est à la fois individuelle et collective, cette réponse, quoi. À l'échelle individuelle, c'est s'assurer que le moteur de chacun est bien identifié et suffisamment nourri. Et puis le jour où il est plus nourri, en fait, se dire que c'est OK, c'est peut-être en changeant de job ou de boîte que tu vas retrouver ça. Mais garder, pour ça on dit la rétention, c'est un point clé du manager. Oui, mais pas la rétention à tout prix, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un à son plein potentiel. Et après, il y a un sujet collectif, c'est en effet, déjà moi, je suis bien dans mes baskets parce que je m'éclate dans mon job, parce que je viens y retrouver parmi ces 5 besoins ce que je suis venu y chercher. Et puis, à l'échelle collective, est-ce qu'on arrive à bien collaborer ensemble? Et ça passe par une meilleure connaissance de l'autre. Et cette capacité à, quand ça ne marche pas, à se dire les choses et à s'en parler. Et moi, je prends une autre situation managériale qui arrive assez souvent, c'est que tu as des collaborateurs qui viennent se voir, Jean-Michel qui vient se plaindre de Sarah, et Sarah qui vient se plaindre de Jean-Michel. Il est trop à l'arrache, il arrive à la bourre, il est last minute et tout, alors que c'est hyper important de travailler en amont, d'être préparé, etc., de savoir où on va. Et puis tu as l'autre qui va dire « Ah non, mais elle est beaucoup trop stressée, elle veut que tout soit prêt 6 mois à l'avance, ça ne me va pas, etc. » Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu es allé le voir pour lui en parler? Dans 90% des cas, la réponse est non. Et en fait, en réalité, quand on est manager, on peut avoir tendance à rentrer ce que j'appelle dans la cour de récréation. Parce que parfois, les discussions ou les galères relationnelles, c'est il m'a piqué ma pelle, il m'a pris mon seau. Parfois, on en est là. En fait, allez-vous parler. Et tiens, Jean-Michel, et reposer ce cadre. Et c'est pour ça que une fois que tu as écrit ce fameux mode d'emploi, tu le ressors, tu dis bon, Jean-Michel, on va reprendre mon mode d'emploi et on va reprendre le tien et on va s'en discuter. Ça résout 99,9% du truc. Tout le monde. Et voilà. Et donc je pense que c'est ça la clé, c'est être bien dans son job par rapport à tes propres moteurs et être en capacité de créer ce cadre qui propice à la discussion. Et il y a une boîte ils appellent ça jouer au démineur. Je trouve ça hyper intéressant. Ils ont nommé la démarche au sein de la boîte. Ils ont appelé ça jouer au démineur, comme le jeu qu'on avait dans les années 90 sur les ordis. Et en fait, c'est le concept. Et le concept, c'est tout simplement d'aller se parler et de dire j'ai une difficulté avec toi, j'aimerais qu'on en parle. Voilà. Et donc, allons jouer au démineur. Et ils ont le fait d'avoir nommé la démarche et de l'avoir ritualisée. Ça fait que dans la boîte, c'est devenu une pratique aussi simple et aussi naturelle, presque qu'une réunion d'équipe. Et ça, je trouve ça hyper fort.
Pour rester dans les analogies, tu évoquais tout à l'heure le tailleur de pierre dont tu parles. Tu peux nous en dire plus pour ceux qui nous écoutent? Ouais, le tailleur de pierre, alors c'est pas de moi, l'origine précise, elle est compliquée à trouver, mais en gros, c'est une fable qui est, je vais vous la faire en version accélérée, mais le concept, c'est quelqu'un qui se balade au Moyen-Âge et qui voit 3 types en train de bosser la pierre. Le premier, tu sens qu'il vit pas trop bien le truc, il est là à taper sur sa pierre, il a le visage fermé, il est en sueur, il est pas bien. Et donc, donc le voyageur va le voir en lui disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, ça se voit pas là, je suis en train de tailler une pierre, quoi. Il lui répond, il n'est pas très aimable, hein, vous l'avez compris. Il va voir le deuxième qui, lui, en fait, plutôt visage neutre, ça a l'air de plutôt bien se passer, en tout cas, ni moins bien, ni mieux. Mais voilà, il est en train de faire son truc dans son coin tranquillement. Il va le voir, mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, en fait, je participe à une croisée d'ogives. Une croisée d'ogives, donc c'est une méthode d'architecture pour construire des cathédrales qui permettent de monter très haut, notamment dans le style gothique. Ok, très bien. Et il va voir le troisième qui, lui, est là, il s'éclate, il regarde sa pierre, il taille, il prend un peu de recul, il va tailler son truc. Tu sens qu'il adore ce qu'il est en train de faire. Donc il va le voir, pourtant, c'est la même pierre, les mêmes outils, le même cadre. Il va le voir, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as l'air de t'éclater. Et il lui répond ce truc, il lui dit, je suis en train de construire une cathédrale. Et donc, en fait, la morale de l'histoire, c'est quand on a la capacité de comprendre à quel grand projet on participe, et en fait, il te dit, je ne suis pas juste là en train de tailler une pierre, non, je participe à la construction d'une cathédrale. Et quand on comprend à quel grand projet collectif on participe, on voit les choses très différemment. Et je vais faire une analogie plus contemporaine, celle-là. Je ne sais pas si l'anecdote est vraie, parce que je ne connais pas Elon Musk personnellement, mais chez SpaceX, donc l'une de ses sociétés, ils auraient fait placarder des photos de conquête spatiale partout dans les bureaux. Donc que tu sois chez les ingénieurs, au marketing, chez la personne qui distribue le courrier, etc. Il y a ces photos-là partout. Pourquoi? Parce que justement, ils se sont dit c'est un bon moyen de reconnecter chacun à la grande mission de la boîte. Et donc finalement, même quand tu es là pour distribuer le courrier, en réalité, tu n'es pas juste là pour distribuer des enveloppes. Tu es le maillon d'une grande chaîne qui permet au bout du bout d'envoyer des gens dans l'espace, même d'aller conquérir Mars, si on va jusqu'au bout du grand why, du grand pourquoi d'Elon Musk sur ce projet. Et donc c'est pour ça que pour moi, un bon manager, pour revenir à la question du début, c'est un why manager. C'est un manager qui, la notion du pourquoi, c'est du quotidien. On commence une réunion, pourquoi est-ce qu'on est là? Quel est le but de la réunion? On met en place un nouveau process, à quoi il va servir? Et parfois, on en revient au biais, c'est tellement évident dans sa tête d'entrepreneur, de dirigeant ou de manager, parce qu'on a tellement d'informations à notre niveau, qu'on en oublie que le niveau d'information de nos équipes ne sont pas du tout les mêmes. Moi, je rappelle souvent que bien manager, c'est bien communiquer, et que bien communiquer, c'est répéter. Pour moi, un bon manager, c'est aussi un bon perroquet, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'hésite pas à répéter ses messages, répéter le pourquoi des choses, que ce soit le pourquoi de la boîte, le pourquoi de l'équipe. Je vais prendre un autre exemple, c'est l'autre fois, je discutais avec un responsable d'un service de recouvrement. Vous savez, ce service qui est là pour relancer les clients, minimiser les impayés. Souvent, c'est les gens qui ne sont pas du tout valorisés dans les boîtes. C'est les gens qui sont à la cave, là, ils ont des petites lunettes et ils font des trucs, ils sont au téléphone et c'est les gens un peu chiants. Alors qu'en réalité, si on se penche 2 secondes sur leur mission, sur leur pourquoi, ils ne sont pas juste là pour relancer des mecs ou des filles par téléphone ou par email. Ils sont là, en fait, pour tout simplement maximiser la trésorerie de la boîte, assurer la pérennité de la boîte, lui permettre à l'avenir d'investir, de recruter, d'embaucher, donc de se projeter vers l'avenir. Et donc, en fait, quand tu comprends ça, en fait, les petits gars là, que tu vois un peu avec leurs lunettes et leurs cravates au -3, là, tu les regardes complètement différemment. Tu comprends qu'ils ont un rôle hyper stratégique. Et quand tu comprends ça, quand tu fais partie d'une équipe de recouvrement, là aussi, ton job, ça participe au fait de le faire un peu différemment. Tu n'es pas juste là pour relancer des clients qui ne payent pas, tu es là en fait pour projeter la boîte dans l'avenir. Et ce n'est pas du bullshit, c'est une réalité, parce que si tu as des impayés parce que ces gens-là ne font pas leur boulot, en fait, derrière, tu peux avoir des creux de trésorerie et qui, en fait, amènent à des catastrophes entrepreneuriales, financières et à plein de choses qu'on ne veut pas voir. Donc voilà, c'est vraiment ça, la vision cathédrale, et c'est au manager de l'insuffler, parce qu'on est tous dans notre quotidien et on va se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait telle réunion là. Non, on prend un peu de recul et régulièrement, on se reconnecte à notre pourquoi collectif et parfois individuel. Ce qui permet aussi de savoir exactement si ce que tu fais là sert ou pas à la mission et ce pourquoi tu fais tout ça. Parce que parfois, on fait des choses, mais on se rend compte trop tard que ça n'a pas de sens ou qu'en tout cas, ça ne fait pas avancer le bateau. Je rebondis sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, c'est la rétention. La rétention de talents, la rétention de collaborateurs. Et ça me fait penser à une anecdote d'un ami
qui a connu 2 années consécutives 100% de croissance dans sa boîte. Donc c'est plutôt cool, ça se passe plutôt bien pour lui, mais il a dû commencer à recruter 1 personne, 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, dont une personne qui lui rapporte un gros pourcentage de son chiffre d'affaires et qui est un grand acteur de cette croissance justement. Au point où, malheureusement, de par le fait qu'il n'est pas forcément un manager de base, etc., il s'est retrouvé dans une situation où pour retenir ce talent-là, il ne se sent plus dans sa boîte parce qu'il n'ose plus dire certaines choses, il n'ose plus faire certaines choses, il n'ose plus prendre des décisions stratégiques, de peur que ce talent lui mette la pression, voire même se barre, quoi, tout simplement parce qu'il lui l'a déjà exprimé. Il l'a déjà menacé. Ah, c'est pas comme ça? Ok, bah, moi j'irai voir ailleurs. Comment vous géreriez cette situation si j'étais cette personne et que j'étais face à cette problématique et que vous deviez me donner votre ou vos meilleurs conseils? Vas-y, tu veux en parler ou pas? Pour avoir vécu ça, Ok. je suis le meilleur. Je comprends. Ouais. Quand tu es dépendant d'une personne qui tient tout le système et que tu as un peu cette menace, et on l'a souvent en fait, l'expérience que tu donnes, même dans l'entourage, C'est un cas concret. Ouais. c'est un cas ultra concret. Et moi, je l'ai vécu et j'ai pas forcément réussi à trouver la solution. Alors, je suis très curieux de Ouais, dire. Alors, c'est ce qu'on appelle les divas, ça. C'est-à-dire, et souvent, les divas, c'est compliqué parce qu'elles sont effectivement très fortes techniquement, mais elles ont un état d'esprit qui, dans le temps, laisse à désirer et qui peut créer ce genre de situation. Et en fait, le problème dans lequel on risque de rentrer, c'est une vision très court-termiste, de se dire, bah, en effet, merde, comment je vais assurer la croissance des 6 prochains mois si cette personne se barre. Et en fait, le problème, c'est plutôt à moyen-long terme, où si tu commences à créer une citadelle de la peur, avec finalement, en réalité, tu as peur de plus prendre de décisions stratégiques, tu ne te sens même plus dans ta boîte. En fait, tu peux être sûr qu'à moyen-long terme, en fait, tu ne vas pas aller très loin. De toute façon, la personne, elle finira par partir à un moment donné, ou alors, en fait, c'est elle qui fera cracher la boîte indirectement parce qu'elle t'empêchera de prendre des décisions. Je le disais tout à l'heure, être manager ou être dirigeant, parfois, c'est prendre des décisions impopulaires. Et ça fait partie du jeu. Donc, en fait, c'est très compliqué à gérer, mais il faut déjà toujours se rappeler que... alors, il y a cet adage, je vais le dire en anglais parce qu'il est plus élégant en anglais, je ne vais pas le traduire, mais « It's better to have a hole than an asshole » dans l'équipe. Et parfois, on a peur, effectivement, c'est un peu Neymar à l'époque au PSG, c'est-à-dire un des meilleurs joueurs au monde, mais qui dans le vestiaire ou autour du stade ne crée pas forcément une ambiance très, très positive et reluisante pour le club. Et donc, en fait, personne n'est irremplaçable. Et en fait, la clé, c'est de commencer par se dire combien de temps je suis prêt à subir la situation. Alors, il faut déjà prendre conscience qu'il y a un problème. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est jusqu'à quand je suis prêt à subir la situation. Et se dire, OK, c'est par exemple 3 mois, 6 mois. Et ensuite, c'est de se dire, OK, il faut que je règle le problème. C'est-à-dire qu'il soit il faut que la personne change son comportement, soit qu'elle parte. Et encore une fois, c'est difficile à prendre parce qu'à court terme, on va se retrouver un peu dans la merde, mais à moyen long terme, on sera gagnant. Et donc, notre cerveau, il n'est pas forcément câblé pour faire ça, quoi. Surtout quand tu es habitué à des 100% de croissance. La croissance est addictive. Et donc, c'est de se dire, OK, par exemple, c'est 6 mois, et donc, au bout de 6 mois, il faut que j'ai réglé le problème, soit que le comportement ait changé, soit... Et je me mets cette date dans mon agenda. Je la cale pour que ça devienne vraiment du concret et que je ne puisse pas m'échapper et un peu oublier ce sur quoi je m'étais engagé. Et ensuite, c'est de se dire, OK, je vais faire un premier point avec la personne et c'est lui exposer le problème. On revenait au courage managérial, là, c'est d'avoir le courage d'affronter, entre guillemets, cette personne dont on a peur parce qu'elle est effectivement à l'origine du gros du chiffre de notre boîte et lui dire, voilà le problème. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ou pas? Et voilà ce que j'attends de toi pour la prochaine période à venir. Et la prochaine période sera, par exemple, c'est à nous de la co-définir avec la personne, ça peut être 1 mois, par exemple. C'est-à-dire, on va se donner une période d'essai d'1 mois pour se dire, est-ce que ça marche? Est-ce que les choses reviennent un peu dans l'ordre ou pas? Et encore une fois, ça passe par exposer ses attentes, ses envies, ce fameux cadre que j'exposais. Se dire que c'est plus OK, je reprends l'exemple que tu donnais, je n'ai pas été en capacité de prendre telle ou telle décision stratégique dans la boîte, de peur que ceci, ça. Pour moi, c'est plus OK. Les critiques que tu as pu faire, les menaces un peu déguisées, parce que c'est ça ce dont on parle, elles ne sont pas OK. Que toi, tu ne t'y retrouves plus, je le comprendrais totalement, mais en gros, à un moment donné, c'est quand on essaie de faire rentrer un rond dans un carré, ça ne marche plus et on sépare et ça fait et donc, c'est se dire ça,
poser ce cadre, exposer l'attente de manière très claire, je l'envoyais par écrit, recaler un point avec la personne dans un mois. Là aussi, c'est calé dans les agendas, on peut plus se planquer et faire l'autruche. On laisse passer le temps et au bout d'un mois, on se revoit et on se dit, bon, bah, est-ce que ça a marché ou pas? Et est-ce que moi, de mon point de vue dirigeant ou entrepreneur ou manager, est-ce que le problème est résolu ou non? Si ce n'est pas le cas, bah, je repose encore un nouveau cadre, on se redonne encore une échéance et c'est d'oser affronter la personne aussi à nouveau pour se dire, bah, si dans un mois, le problème n'est toujours pas résolu, bah là, pour le coup, ce sera une discussion qui sera plus une discussion de voir comment est-ce qu'on peut se séparer. Et encore une fois, c'est ce qu'on appelle la méthode des 3 points, quoi. Tu fais un premier point pour exposer le problème, se projeter sur un deuxième point. Tu fais un deuxième point. Si le problème est résolu, tout va bien, on oublie tout. Si ce n'est pas résolu, tu cales un troisième point qui, là, pour le coup, doit être calé par rapport à l'échéance que tu t'es fixée pour résoudre définitivement ce problème et arrêter de le subir. Et ça peut aller loin. Moi, je me rappelle, dans le cadre de la préparation du livre, j'avais interviewé un entrepreneur, il avait une boîte qui tournait super bien, ils étaient une 60aine. Et à un moment donné, il s'est posé la question de se barrer, lui, de la boîte fondateur, à cause d'un surperformeur avec des commentaires et des comportements un peu toxiques. Parce qu'en plus, le problème, c'est que c'est contagieux, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu la brebis galeuse. Comme il est hyper fort, bah, tout le monde l'écoute. C'est Neymar, quoi, parce que c'est Neymar, Ballon d'Or ou je sais pas quoi, bah on va l'écouter, et voilà. Et le problème, c'est qu'il risque de gangréner un peu tout le reste du troupeau, entre guillemets, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut agir vite. Il faut ce fameux courage managérial, je trouve que c'est un bon exemple. Il faut savoir le faire. Et encore une fois, le truc, moi, ça m'arrive toutes les semaines d'avoir ce genre de discussion avec des managers. Le premier truc qu'ils me disent, une fois qu'ils ont fait tout ça et qu'ils se sont potentiellement séparés de la personne, c'est pourquoi est-ce que je l'ai pas fait plus tôt? Et pour autant, c'était des gens pivots, piliers dans la boîte. Et on disait, mais en fait, la boîte ne pourra plus jamais tourner sans eux. En réalité, il y a un nouvel équilibre qui se crée, on trouve de nouveaux talents, il y en a plein sur le marché, et on retrouve quelque chose de beaucoup plus fluide, sain, et de beaucoup plus pérenne à moyen long terme pour la boîte, quoi. On l'a directement évoqué ici, mais parlons de gestion de conflits également. Tu as donné plusieurs exemples de collaborateurs qui se plaignent d'un autre, etc. Imaginons que c'est 2 collaborateurs du même niveau, qui doivent conjointement collaborer parce que leurs pôles sont complémentaires, mais littéralement, ils ne peuvent plus supporter l'un l'autre, la communication est rompue. En tant que manager ou en tant qu'entrepreneur, si on est face à ça dans ces équipes, comment concrètement, étape par étape, on devrait déjà débunker la situation pour faire en sorte qu'on règle plus ou moins les choses, et puis ensuite résoudre le problème le plus rapidement possible et efficacement? Ouais, souvent, quand il y a un problème entre 2 équipes, on va dire, ou 2 pôles, c'est qu'il n'y a pas de cadre de fonctionnement. Et chacun le fait à sa sauce. Et le problème, c'est encore une fois, il y en a un qui arrive avec son triangle, l'autre avec son carré. On essaie de les faire rentrer. En fait, ça ne marche pas. Donc, est-ce qu'il y a un cadre de fonctionnement qui a été défini? C'est-à-dire des règles de fonctionnement, des manières de faire. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Il nous le file 48 heures à l'avance. C'est beaucoup trop à l'arrache. On en a besoin 2 mois avant. Est-ce que ça a été vraiment exprimé ou est-ce que ça a été dit de manière plus ou moins informelle, implicite? Et franchement, dans 90% des cas, ce cadre n'existe pas. Donc, c'est que chacun écrive dans un monde idéal la collaboration entre les deux services, en termes de mode de fonctionnement, de process, des choses très concrètes. Et ensuite, de mettre en commun et de voir un peu les différences, les assumer et essayer de trouver un cadre commun. Ah, toi, tu veux 48 heures, nous, on veut 3 mois. Bon, on va peut-être se dire que 3 semaines, c'est OK pour tout le monde. Et on va l'écrire. Et on va l'écrire et ensuite, on va l'appliquer. Et après, on va le faire évoluer. Voilà. Mais en général, ça vient de ça. En fait, il n'y a pas eu de discussion en amont pour cadrer les choses. Potentiellement, tu as quelqu'un qui est parti, les équipes se sont renouvelées. Donc, tu as la culture de l'équipe ou les modes de fonctionnement qui vont un peu dériver. Et donc, voilà, on en revient toujours en fait à cette histoire de cadre. C'est terrible, mais ça marche. Je ne sais pas si Romain, je vois très bien. Alors, moi, je pense que j'ai eu la même situation. Décidément, tu sors des trucs. Donc, j'ai eu une personne qui arrive dans la boîte qui était très compétente. Donc, à un moment donné, ils ont eu le même poste. Mais du coup, il y a eu une jalousie qui s'est créée chez l'ancienne, enfin celle qui était qui était là depuis plus longtemps. Moi, j'ai mal géré cette situation, encore une fois, quand tu es en crise, quand tu dois faire du chiffre d'affaires, de l'hypercroissance, c'est compliqué de tout gérer. Je l'ai mal géré, cette situation, je pense, parce que je n'ai pas été transparent avec le problème, j'ai voulu que le problème n'existe pas. Donc, limite, j'aurais pu dire, non, mais t'aimes bien, mais c'est juste que voilà, elle est comme ça. Enfin, voilà, j'ai eu cette tendance-là à faire ça. Maintenant, en t'écoutant, mais bien sûr, avec du recul, j'aurais dû avoir du courage et de ne pas avoir peur à
finalement à licencier ou à faire une première communication. Mais quand je vois que c'est toxique, ça crée du groupe, j'aurais dû trancher et je ne l'ai pas fait. Et c'est pas évident. Non. À ce moment, encore une fois, de se dire il fallait. Maintenant, avec du recul, c'est bon, j'aurai l'indicateur et avoir peur de ne pas avoir peur de trancher. Même pour répondre à la première question, quand quelqu'un, en effet, c'est toxique, ouais, c'est ce courage de dire il faut savoir prendre cette décision de trancher. Mais j'ai l'impression que tu l'apprends après tes premiers échecs. Parce que c'est facile sur le papier. Moi, je l'ai appris très cher en perdant beaucoup d'argent. Maintenant, c'est bon. J'ai payé le prix. La prochaine fois, c'est bon. Je sais, je saurai prendre la décision. Mais il faut avoir cette expérience-là quand même. En tant qu'entrepreneur, je pense. C'est pas évident. Tu l'entends, mais quand tu le vis, c'est pas pareil. Et moi, je l'ai vécu. Je l'entendais, je l'ai vécu. Là, maintenant, ok, j'ai compris. Et j'aurais beaucoup plus de ce courage-là maintenant, parce que je connais les conséquences. Et pour rebondir sur ce que tu disais. Ouais, c'est intéressant. Et je rebondis sur ce que tu disais, ça peut coûter cher. Et moi, je pense aussi, il faut, encore une fois, pas avoir peur des impacts à court terme, mais vraiment à chaque fois réussir à prendre de la hauteur et se dire, en fait, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et où est-ce qu'on en sera par rapport à la décision qu'on aura prise. Et parfois, en fait, il vaut mieux payer une grosse rupture conventionnelle avec quelqu'un qui a un comportement toxique le plus tôt possible, plutôt que de se traîner ça et de le subir. Parce qu'en fait, le fond du problème, c'est que souvent, il suffit d'avoir une personne qui pose problème dans une équipe et ça nous bouffe toute notre charge mentale, toute notre énergie. Et le problème, du coup, c'est qu'on n'a plus la force et l'énergie, on la concentre trop sur cette personne-là, au détriment de tous les autres qui sont les énergies positives qui entraînent la locomotive. Et c'est ça le problème, c'est qu'on oublie, je dirais que dans une équipe, je résumerais ça en disant qu'il y a les ambassadeurs, les neutres et puis les réfractaires. Et le problème, c'est que dès que tu as un réfractaire, tu vas te focaliser dessus, sur la moindre connerie, etc. Et ça va te bouffer ton énergie, au détriment notamment des ambassadeurs, qui sont les top performers et qui ont en plus à la fois ce bon état d'esprit, et qui vont être là notamment pour entraîner positivement les neutres. Et le problème du coup, c'est que tu vas un peu te pourrir la vie avec les réfractaires, et du coup, tu vas en oublier les autres, et donc finalement, tu auras un peu tout perdu. Donc, c'est pas évident quand on est dans le problème. C'est pour ça que se faire accompagner, quelle qu'en soit la manière, et de pouvoir ne serait-ce qu'en discuter avec un collègue manager ou un autre pote entrepreneur, ça permet un peu de prendre de la hauteur et d'être un peu plus lucide. Surtout convaincu qu'en tant qu'entrepreneur, je pense que, surtout qu'on est la source de notre boîte quand on crée du contenu, quand on fait ce qu'on fait, de déléguer le management à quelqu'un d'autre. Parce que je pense que moi, je ne pouvais plus faire du marketing en me focalisant. Du coup, j'étais mauvais dans les deux. Et là, encore une fois, avec tout ce que tu dis, c'est un vrai travail. Je pense que nous, on n'a pas le temps de le faire. Finalement, quand on est entrepreneur aujourd'hui, à mon niveau, je ne peux plus le faire. Là, tu m'as convaincu à 100% que là, je prendrai encore une fois une personne qui va tout gérer et j'aurai les retours et de bien séparer les deux rôles. Je pense que le message qu'on peut donner à des entrepreneurs, après, c'est là, m'a convaincu que, non, ok, je vais prendre une personne qui va gérer ça, quitte à la former, elle prenne toutes les formations qu'elle souhaite, la former en psychologie, Dream Team, et nous, finalement, de dire, non, ok, on ne doit pas faire de micromanagement, et moi, je suis rentré dans ce processus-là, et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et là, tu me convaincs, parce que là, encore une fois, tout ce que tu dis, mais c'est compliqué. C'est super compliqué, c'est pas simple. C'est un vrai métier, on l'évoquait au début. C'est un vrai métier. Et je te rejoins, c'est la raison pour laquelle j'ai donné d'une part beaucoup plus de responsabilité et d'autonomie, tu l'as évoqué, à l'ensemble des responsables de chaque pôle. Et en plus de ça, je suis sorti volontairement de mon poste de CEO en mettant un autre à ma place, qui lui est un excellent manager, pour pouvoir moi me concentrer sur mes zones de génie qui apportent beaucoup plus de résultats, de performances et autres à l'entreprise. Donc c'est capital. Je rebondis sur un point, tu l'évoquais, c'est les erreurs. On apprend beaucoup plus de nos erreurs, on doit les faire et on en fait beaucoup lorsqu'on est entrepreneur et notamment lorsqu'on démarre, lorsqu'on se lance et lorsqu'on a moins de 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et que c'est un monde qui est nouveau. Autant se nourrir des erreurs des autres. Du coup, ma question c'est, quelles sont les erreurs communes que vous identifiez chez les entrepreneurs, les dirigeants et les managers qui sont récurrentes et qu'on pourrait éviter à ceux qui nous écoutent? Tu veux te lancer ou... Vas-y, Ouais. je vais rebondir. Ouais. Non, je pense que c'est... je pense que le premier point, c'est ce que tu viens de dire pour toi, c'est-à-dire en fait de pas suffisamment et radicalement se concentrer là où ils apportent le plus de valeur. Et accepter que devenir entrepreneur ou voir sa boîte grossir et donc devoir faire changer son propre rôle, c'est nécessaire. Et je pense que la clé, c'est de réussir à faire le deuil
d'une certaine image que tu te faisais du job d'entrepreneur et te dire qu'en fait, c'est tout à fait OK de plus porter ça. Et souvent, il y a pas mal de croyances limitantes sur non, mais attends, c'est pas un truc qui est délégable ou quoi. Et en fait, je pense que être un bon entrepreneur ou un bon manager, c'est être capable de faire un deuil régulier au fur et à mesure de l'évolution de sa boîte. Et ceux qui n'arrivent pas à le faire, ils restent scotchés sur un mode de fonctionnement. Et du coup, ça fait plafonner tout le reste. Donc moi, c'est la première spontanément qui me vient en tête, cette capacité à comprendre que ce sont des cycles et qu'il faut faire le deuil des précédents pour épouser un nouveau costume, mettre un nouveau costume pour réussir à avancer en même temps que ta boîte. Il faut réussir toutefois à être quand même lucide du coup sur le niveau de la boîte. Quand est-ce qu'on est vraiment dans la fin d'un cycle ou est-ce qu'on est face à un challenge? Mais je te rejoins, ouais, c'est capital. C'est capital. Sur les erreurs, pour un entrepreneur, je pense que la première chose, le recrutement. Quand tu fais une erreur de recrutement, le coût qui est invisible, parce qu'on a du mal à le rendre tangible. En moyenne, on estime ça à 200 000 €, voire plus. Je pense que c'est ça. Ouais. Alors, moi, j'ai cumulé 2 erreurs de recrutement en me basant sur mon intuition. Alors, en sachant que le plus drôle, je formais les étudiants à une méthode de recrutement scientifique, la plus scientifique, on va dire, parce qu'il n'y a rien de scientifique dans ça, c'est la plus fiable, mais avec ses défauts. Pour recruter des personnes, j'ai appliqué pour les 4 premières, nickel d'ailleurs. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, pas besoin en fait, je viens recruter. Et j'ai fait au feeling. Et une erreur, c'est qu'en fait, j'ai compris qu'on ne savait pas du tout bien recruter. Moi, et j'ai recruté des personnes à partir de leur histoire, pour les aider. J'ai parfois, c'est ce qu'on a dit, j'ai décidé de prendre quelqu'un de moins compétente, mais vu qu'elle avait une histoire plus difficile, donc je me suis dit, elle était plus méritante, j'ai sélectionné elle. Par rapport à l'autre, en effet, qui a eu les parents, qui ont financé les études, compétente, sur le papier, nickel, je l'ai mis de côté pour dire, elle, je vais l'aider. Elle a détruit la boîte. Il y a des gens qui se lèvent le matin pour détruire, d'autres pour construire. Dans la vie, c'est comme ça. Et là, le recrutement, c'est la première des choses. Parce que quand tu amènes quelqu'un de toxique dans la boîte, déjà, c'est compliqué. Et surtout que tu ne le vois pas sur le moment. On dit, ouais, la période d'essai. Non, mais sur le moment, ça ne se voit pas. C'est vraiment sur le long terme. Donc, recrutement, pour rebondir, je pense que c'est le premier critère. Il faut se focaliser. Plus on arrive à bien recruter, plus déjà on évite les problèmes futurs. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas nous les créer. Mais déjà, ça, c'est le premier critère. Après, je te laisse rebondir. Ouais, ça me fait penser à autre chose. Le premier asset d'une boîte, finalement, c'est les entrepreneurs qui sont derrière. Et quand on est entrepreneur, on est tellement à fond dans le projet qu'on l'oublie. Et on s'oublie soi-même parfois. Et donc, en fait, je trouve que prendre soin de soi, je pense qu'aussi c'est le premier conseil qu'on pourrait donner à un entrepreneur, c'est-à-dire que prendre soin de sa relation d'associé, si on a des associés, prendre soin de sa santé, de son sommeil, de ce qui est important pour son équilibre, parce que en fait, si on n'est pas soi-même bien dans ses baskets, tout le reste en fait ira mal. Même si on délègue la partie management, en fait, la stratégie de la boîte, par exemple, on sera plus lucide et on prendra les mauvaises décisions, ou on ratera des virages dans certains recrutements clés, et en fait, tout ira mal. Donc, je pense que c'est jamais oublier que dans son agenda, la personne la plus importante, c'est soi-même, et ça doit être un mantra, parce qu'on a tendance parfois à complètement passer à côté de tout ça. Et du coup, ça crée des catastrophes d'associés, ou alors ça crée des catastrophes pour soi-même et donc pour tout le reste de la boîte, quoi. Complètement. Je rebondis sur un élément qui a été évoqué en tout début de cet échange. Tu disais très justement que c'est un des premiers pôles de dépenses, l'humain, dans une entreprise, quel que soit le niveau de l'entreprise. Et tu disais également qu'il y a un manque de conscience et de valorisation de l'importance de monter en compétences dans l'entreprise en général et dans notre société par rapport à ces sujets, engagement des équipes, management. Maintenant que ça fait plus d'1 heure qu'on échange, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent encore, ils ont compris l'importance du sujet, mais on sait aussi qu'on ne peut améliorer que ce qu'on le mesure. Du coup, est-ce qu'il existe des outils ou des indicateurs clés de performance très spécifiques, très précis, que tu pourrais partager ou que tu as peut-être identifiés à l'égard du management, à l'égard de l'engagement des équipes, à l'égard de tous ces sujets qu'on a évoqués aujourd'hui qui pourraient permettre aux entrepreneurs qui mettront ça en place et qui prendront ça au sérieux de voir concrètement, semaine après semaine, mois après mois, une évolution?
Ouais, moi, le premier qui me vient en tête, c'est le l'INPS, quoi, c'est-à-dire le Net Promoter Score qu'on utilise souvent en marketing pour savoir est-ce que nos clients sont prêts à recommander notre produit ou notre service. De le faire pareil, mais à l'échelle de l'expérience collaborateur. Interne. Se dire, en fait, en interne, se dire, toi, collaborateur interne, est-ce que tu recommanderais, en fait, à des proches de nous rejoindre et de mesurer ça et de le piloter chaque année, pour moi, c'est l'indicateur que toute boîte devrait suivre. Parce qu'a priori, si tu as des collaborateurs si tu as un bon Net Promoter Score, pour Employee, en anglais, en fait, c'est qu'a priori, tout roule, quoi. Tout roule. En tout cas, la base est là. Parce que si tu es prêt à faire venir tes proches, c'est qu'a priori, tu t'y sens bien. Donc, c'est que le cadre, en tout cas, pour être performant et au rendez-vous, et pour y rester, a priori, également. Donc, pour moi, ouais, s'il y en a un seul à retenir, ce serait celui-là. OK. Ouais, je pense que je suis en phase. Le deuxième indicateur, tu l'as dit, bizarrement, c'est quand on le met en place, ça fonctionne bien, même si les gens le détestent, c'est d'être évalué par son équipe. Ouais. Alors, c'est pas quelque chose qui est accepté, parce qu'on a peur d'être évalué, c'est pas quelque chose qu'on aime bien. Mais pourtant, quand il y a cette évaluation, tu as une prise de conscience je dois faire attention. Parce que tu as une menace. C'est normal, il y a une conséquence. Et donc, dans les entreprises qui ont mis en place de façon bienveillante cette évaluation, qui est dans les deux sens d'ailleurs, en effet, tu l'as dit, on peut déjà agir plus facilement, on peut observer quand on est à l'extérieur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc on peut agir, on a une prise de conscience, mais même le manager en lui-même, il fait beaucoup plus attention à ce qu'il doit faire. Donc, pour te rejoindre sur ce que tu disais, c'est un autre indicateur qui... c'est vrai que je pense que sur Airbnb, si tu n'étais pas évalué par la personne qui possède l'appartement, je pense que probablement que tu y prendrais moins soin et le check-out serait un peu plus bâclé. C'est sûr, ça fonctionne de ce point de vue-là, c'est clair. Dans les deux sens. Et dans les deux sens. Dans les deux sens, ouais. Complètement. Et justement, tu l'évoquais également tout à l'heure, tu prenais en exemple le fait qu'il y a des managers qui sont moins sérieux, en faisant tomber, tu disais, 2 sur 3 des one-to-one qu'on doit faire. Donc, c'est typiquement le cadre de l'évaluation qui est un très bon exemple. Pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est abstrait. On n'a pas appris à devenir bon manager, donc on n'a pas appris à utiliser ce type d'outils. Concrètement, comment on met en place un système d'évaluation, soit de fin d'année, soit trimestriel, semestriel, avec certains collaborateurs? Comment on détermine les KPI qui sont essentiels? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette information et de cette donnée? Est-ce qu'on demande aux collaborateurs d'être meilleurs dans 6 mois? Est-ce qu'on lui met en place concrètement des outils ou un cadre pour l'être? Est-ce que s'il a été moins bon, on lui met un ultimatum, un avertissement, voire même des pénalités ou j'en sais rien? Est-ce qu'au contraire, s'il a été excellent, on lui donne une prime? Auquel cas, comment établir cette prime? C'est énormément de questions que beaucoup d'entrepreneurs se posent et on peut leur partager, je pense, quelques éléments de réponse. Ouais, c'est vrai que la mise en place des OKR, Objectives Key Results, je vois quand même à solutionner pas mal de problèmes dans pas mal de boîtes qu'on a pu accompagner. Parce que, en fait, c'est toujours pareil, qu'est-ce que tu attends de tes collaborateurs? Si tu ne l'as pas défini, c'est très compliqué. Et comme tu le disais aussi tout à l'heure, tout doit être en cascade et aligné pour s'assurer que l'effort collectif à l'échelle de l'équipe participe à quelque chose de plus grand à l'échelle de la business unit, si tu es une grosse boîte bien structurée, ou de l'entreprise dans son ensemble. Donc je pense que ça passe déjà par ça, en fait, de savoir quel est l'objectif de la boîte, par exemple, pour les 12 prochains mois, et qu'en cascade, tout le monde fasse cet exercice pour ensuite pouvoir le faire à l'échelle individuelle. Donc ça, je pense que c'est le premier exercice, de savoir où on va pour définir les bons KPIs. Ensuite, je pense qu'il faut les co-construire, les KPIs à l'échelle individuelle, parce que c'est toujours pareil, quand on t'impose un truc, ça peut être mal vécu, et je trouve que et aussi ça peut être à côté de la plaque, et ça peut, en fait, pour moi, tout le monde devrait avoir des objectifs dans les boîtes, mais pas forcément associés à du variable. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas le voir comme un outil de carotte et de bâton, mais vraiment comme un outil avant tout d'alignement. S'assurer qu'on tire tous dans le même sens. Et pour moi, dans le monde parfait, tu vas avoir n'importe quel collaborateur de n'importe quelle boîte de la Terre, tu lui demandes c'est quoi l'objectif de la boîte et c'est quoi l'objectif de l'équipe là pour les 12 prochains mois, et donc c'est quoi ton objectif, il devrait être en capacité de te citer en cascade comme ça, sans aucune hésitation. Le problème, c'est que très souvent, quand je pose la question à des managers de savoir est-ce que ça a été fait et est-ce que c'est clairement intégré par les équipes, ils te répondent oui. Quand je pose la question aux équipes, moi, c'est à peu près un tiers qui savent le faire et les 2 tiers. Et pourtant, pour l'autre, c'est l'inverse. Il dit c'est au moins les 2 tiers qui sauront le citer. Donc, il y a
une asymétrie là-dedans qui est assez hallucinante. Donc, faire attention de ne pas partir du principe que c'est tellement évident pour soi, encore une fois, que ça l'est pour ses équipes. Je reviens à bien communiquer, c'est répéter. Et ensuite, c'est en effet plutôt les définir à l'échelle du trimestre. Les OKR, c'est redoutable pour ça parce que la plupart des boîtes, c'est fait à l'échelle de l'année. Et souvent, on définit des trucs et en fait, en réalité, on les met au placard et on les ressort 3 jours avant l'entretien annuel parce qu'il faut se replonger dedans. Et là, on perd complètement de sens. Moi, en fait, je vois vraiment le concept d'objectif, non pas comme, pas trop aller, alors, des sales, voilà, quelques métiers spécifiques, oui, mais le sujet de la prime, en plus, ce qui est compliqué, c'est une fois que tu l'as, l'année d'après, tu en attends une supérieure. C'est comme le sucre ou la cocaïne. Et donc, en réalité, c'est compliqué de se projeter là-dedans. Moi, je le vois plus comme un outil d'alignement et comme finalement aussi un outil de compréhension du sens collectif, quoi. Donc, et pour moi, cet exercice devrait être fait vraiment avec tout le monde et piloté à l'échelle du trimestre. Et l'objectif de tout ça, c'est aussi de créer de la valeur pour le collaborateur, qui comprenne là où il est attendu et comment est-ce que qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec lui pour maximiser ses chances d'atteindre l'objectif. Et en revanche, aller sur des sujets de sanctions ou autres, pour moi, c'est pas le sujet. Après, au bout d'un moment, quand on a vraiment un collaborateur qui fait pas le job et qui est pas fait pour ce pourquoi on l'a pris, là, effectivement, il faudra se poser la question, soit de le mettre ailleurs, soit qu'il aille sur une mission à l'extérieur de l'entreprise qui collerait mieux à ce qu'il est capable de faire, parce que personne n'aime être en sous-performance. Mais c'est avant tout créer de la valeur, et je trouve que c'est une histoire de mindset. L'entretien annuel ou semestriel, pour moi, il est là pour apporter de la valeur en fait au collaborateur, lui faire voir des choses qu'il ne voit pas ou lui conforter des choses. Et c'est pour ça aussi que le sujet des 360, c'est-à-dire que sortir de la relation simple manager-manager et aller chercher de la matière auprès d'autres personnes qui ont collaboré avec la personne en question ces 12 derniers mois, ça apporte énormément de valeur aussi. Donc pour moi, un bon entretien annuel ou un bon entretien d'évaluation de performance, pour moi, c'est on en ressort avec de la matière, des billes, avec des choses qu'on ignorait ou en tout cas qu'on avait un peu mis dans notre cerveau sous le tapis. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence entre le truc bête et méchant où on te tape dessus parce que tu n'as pas réussi, on te met des pénalités, ou à l'inverse, on va te donner un peu plus de cocaïne parce que tu as été en surperformance. On prend conscience là de l'importance du coup de l'entretien individuel. Donc l'entrepreneur a envie de le faire faire également. Mais qui fait celui de l'entrepreneur du coup ? C'est une bonne question. Je pense que déjà, aller chercher, comme je le disais, pour moi, c'est un 360, pas forcément avoir un manager, mais feedback de l'équipe. Ouais, feedback de l'équipe, quoi. Aller chercher, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, comment est-ce que je pourrais devenir un encore meilleur manager l'année prochaine. Et ça, même poser cette question-là en one-to-one plus régulièrement, une fois par trimestre, même une fois par mois. Il y en a qui le posent même chaque semaine, j'en ai vu. C'est vrai que c'est hyper fort, quoi. Donc voilà, ouais. Si tu n'as pas de board ou d'instance autre de gouvernance, clairement, voilà, ton associé aussi, faire un entretien annuel de ta relation d'associé, c'est essentiel, tout comme faire des one-to-one fréquemment, tous les 15 jours, par exemple, avec ton associé, c'est indispensable, quoi. Complètement. Je rebondis sur un point rapide pour tous ceux qui nous écoutent quand même, c'est que on parle beaucoup de managers, de structures, de N+1, etc. Mais en réalité, je pense, et contredis-moi si je me trompe, c'est adaptable à n'importe quelle structure et à n'importe quelle grosseur et taille de structure. Que vous ayez 0 salariés ou 10 ou 15 ou 100 ou 1000 ou 10 000, finalement, c'est qu'une question de réussir à en prendre les meilleurs concepts et puis de les implémenter dans sa boîte. Exactement. Et même si tu bosses qu'avec des freelances, il y a des choses que tu peux mettre en place avec tes freelances pour structurer la relation. Je pense que la clé, c'est la structure, en fait. Et il faut sortir du feeling et de se dire « Non, mais je discute régulièrement avec eux, on s'entend bien, c'est cool. » Non, en fait, c'est structurer les choses, caler des points, les rituels, les préparer, croiser nos regards en se posant des questions en amont pour que chacun puisse y réfléchir avant. Pour moi, ça c'est clé. Et effectivement, au bout d'un an de travail avec un freelance ou 6 mois, de se dire qu'est-ce que tu retiens de ces 6 mois, qu'est-ce qui a bien marché, pas bien marché, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire de plus ou de moins pour améliorer la relation. En fait, il y a énormément de valeur qui émerge de ça. Même quand tu es chef de projet, il n'y a pas forcément de lien hiérarchique. Chef de projet avec des gens internes à la boîte ou externes à la boîte, des prestats, etc. C'est la même logique, ça reste de la collaboration ou même de la coopération. Et donc ouais, ça s'applique à... Faut juste... Le management, c'est ça, et c'est comme nos formations management. C'est tu
nous, on vous donne des Lego, des pièces de Lego, et après, c'est à vous de les assembler pour que ça colle parfaitement à votre attente. Dire il faut faire 30 minutes de one-to-one avec chacun de ses collaborateurs chaque semaine, pour moi, ça n'a pas de sens. En fait, tout dépend du besoin du collaborateur. Tu peux faire un quart d'heure tous les 15 jours avec l'un et 1 heure par semaine avec l'autre, où il y en a peut-être un, ce sera une fois par mois parce qu'il n'a pas envie de plus. Aller forcer le truc, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pour ça que, et c'est ça qui rend ce job si difficile, c'est qu'il faut réussir à personnaliser l'approche par rapport à son propre contexte et les gens avec lesquels on travaille. On évoquait tout à l'heure combien ça coûte un mauvais recrutement, c'est des centaines de milliers d'euros. Combien ça coûte un mauvais management ? J'ai pas de chiffre là très précis en tête, mais ce qui est sûr, c'est que l'effet de levier du mauvais management, il est énorme parce qu'en fait, quand tu as un mauvais management, en général, on ne le rétrograde pas. Souvent, le management au-dessus ferme les yeux, fait l'autruche, et donc en fait maintient du coup une situation très longtemps, quoi. Et le problème, c'est que le mauvais impact, il est sur l'ensemble de l'équipe, et donc en fait le problème derrière, c'est que tu as de la sous-performance, tu as évidemment des gens qui partent de manière prématurée, tu as ta marque employeur qui est délabrée. Et donc, en fait, le coût, il est probablement beaucoup plus important que... et puis, le manager, en plus, c'est celui qui, en général, gagne plus que ses collaborateurs. Donc, tu as tout un groupe qui est impacté, tu as un salaire énorme, tu as souvent un management qui le protège, ou en tout cas, un minima qui ferme les yeux. Donc, c'est évidemment des centaines de milliers d'euros à l'échelle de la mauvaise expérience du manager en question. Ouais. Et au plus ta boîte est importante, au plus ça coûte cher. Exactement. Question pour vous deux. Parlons de neurosciences. Les neurosciences, elles montrent clairement que la reconnaissance est un facteur important de la motivation dans les équipes. Exactement. Comment concrètement on pourrait partager à nos auditeurs des gestes pratiques, des techniques pour augmenter justement le niveau d'engagement et le niveau de motivation des équipes, prouvés par les neurosciences ou prouvés par des faits concrets? Tu veux en parler? Alors, d'un point de vue neurosciences, en effet, ou de la psychologie, un des points qui est important, c'est la reconnaissance. C'est que son travail doit être reconnu. Et encore une fois, c'est un facteur qui est difficile. Tu as dit la prime. Quelqu'un reçoit la prime. Donc il est super content, il en parle. Mais la personne qui n'a pas reçu la prime, mais qui a le sentiment d'avoir apporté et contribué, ça manque, pour elle, elle peut le prendre comme un manque de reconnaissance. Et c'est pas évident. Dire, est-ce que mon travail il est si bien que ça? Est-ce que je suis reconnu dans mon travail? Et tu te poses des questions, tu es un peu triste à la fin. Rien que l'histoire de la prime, ça pose problème. Rien que ça. Donc, savoir, le premier conseil que je pense que je peux donner et que maintenant, parce que moi je gère beaucoup d'équipes de freelance. J'ai une entreprise, il n'y a que des freelance, puisque le salariat, j'ai un peu donné pour le moment, mais donc je gère une grosse équipe de freelance et c'est de toujours ne pas attendre que quelqu'un fait quelque chose de bien pour lui dire et de le faire fréquemment, justement, faire ces feedbacks-là pour faire reconnaître son travail. Je pense que dans l'écoute, dans l'échange, c'est un des points les plus importants. Après, moi, c'est ce que je mets en place aujourd'hui, c'est surtout de faire les feedbacks, même pas négatifs, mais si négatifs aussi sur les deux, mais pas en même temps parce que sinon tu casses le côté positif. Voilà. Donc moi, je pense que ne pas attendre que quelque chose fait quelque chose de bien pour lui dire, mais d'être fréquent dans le fait de faire du feedback. Je pense que c'est un point important. Moi, j'utilise principalement ça aujourd'hui. J'évite de faire la reconnaissance collective maintenant. C'est-à-dire que je ne dis pas « Ah, incroyable ce qu'elle a fait et tout ça devant tout le monde ». En fonction, je peux le faire, mais j'essaie de mettre en avant le groupe. Bravo pour ce que vous avez fait. Et là, je peux peut-être mettre en place, dire bon, « Bravo, Camille, là, en effet, tu as bien géré ce problème-là, mais je reste sur la situation et pas sur le global. » C'est-à-dire « Tu as été ultra compétente et intelligente. » Je vais éviter ce genre de mots, mais valoriser le comportement et pas le global devant l'équipe. Ça, c'est ce que je mets en place aujourd'hui et j'ai des très très bons résultats. Et après, je pense que Ludovic, tu peux compléter. Ouais, je pense que là aussi, la clé, c'est de réussir à sortir de la relation manager-manager. Et donc, mais ça passe par la ritualisation parce que malheureusement, les gens ne le font pas spontanément. Et donc, c'est, par exemple, tu fais un séminaire d'équipe, tu en profites pour réserver une petite séquence d'1 heure où, en fait, chacun va réfléchir à des choses qu'il a envie de dire à ses camarades sur des trucs sur lesquels ils l'ont bluffé, aidé, un peu un truc soit de gratitude, soit d'admiration, ou en tout cas de choses sur lesquelles on se dit, tiens, c'est une vraie force de la personne. Ça, mine de rien, c'est des séquences qui réussissent
par le rituel au début, à ancrer ça un peu plus dans la culture. Et puis c'est vrai que tu ressors de ce moment-là hyper galvanisé parce que tu as reçu un peu un shoot d'amour de tes collègues qui n'ont jamais pris le temps de te le dire. Après, si j'en reviens à la relation manager-manager, la clé aussi pour pas tomber non plus dans l'extrême inverse du manager un peu bisounours qui finalement complimente. Déjà, se rappeler qu'un vrai feedback positif, c'est pas juste un compliment, c'est pas dire c'était super ce podcast, c'est dire il était super parce que ceci, parce que cela, parce que cela. C'est comme ça que tu apportes de la valeur à l'autre et que tu lui dis du coup pour ton prochain enregistrement de podcast, je me souviens que tel invité m'a dit ça, donc je vais essayer de le refaire. Et puis, de ne pas oublier que c'est une histoire d'équilibre. Alors, évidemment, de maximiser les feedbacks positifs, mais c'est aussi parce que tu sauras parfois un peu challenger la personne en lui disant tiens, là-dessus, je me dis que tu aurais peut-être pu faire mieux. Qu'est-ce que tu en penses si demain, tu es confronté à nouveau à la même situation, comment est-ce que tu aurais pu faire différemment c'est ça qui va donner beaucoup de valeur aussi au feedback positif. Donc, je pense qu'il faut globalement... c'est vrai qu'on vit dans un désert de la reconnaissance dans nos entreprises, donc on en fait rarement assez, donc il vaut mieux en faire trop, mais attention de réussir à compenser ça une fois de temps en temps aussi par du feedback. Et après, je trouve dans la réunion d'équipe, d'avoir une fois de temps en temps, célébrer les réussites. Voilà, c'est des petites choses comme ça, de dire en fait, c'est le mur des fiertés, il y a plein de manières de le faire, mais réserver une petite séquence comme ça, régulièrement pour se dire, se retourner, se dire de quoi on est content, qu'est-ce qui s'est bien passé, quelles sont les bonnes nouvelles, et pas uniquement se concentrer sur le CRM qui marche pas ou sur le télétravail qu'on est passé de 3 à 2 jours et ça plaît pas à tout le monde. En fait, il y a toujours des bonnes nouvelles dans les boîtes, heureusement, ou des micro-moments fugaces parfois, mais qui sont vraiment chouettes dans des collaborations. Et je trouve que réserver des moments pour s'en parler, c'est vraiment génial. Donc la clé, vraiment pour moi, je reviens là-dessus, est ritualiser. Parce que sinon, malheureusement, c'est pas fait spontanément, en tout cas au début. Peut-être qu'au bout d'1 an de rituel un peu sur ces sujets, ça rentre dans le quotidien, mais sinon, voilà, on est obligé de créer ces moments lors de rencontres ou autres. Très bien. Merci à vous deux pour cet échange, pour cette masterclass. Avant de nous quitter, j'ai une dernière question à te poser. Mais avant ça, comme d'habitude, si vous avez eu autant de plaisir à suivre cet épisode que j'en ai eu à l'animer, faites-le nous savoir en partageant cette vidéo, likez la vidéo, commentez-la également, mettez 5 étoiles sur la plateforme de streaming préférée sur laquelle vous nous écoutez si vous étiez là au format audio. Et également, si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande le livre Dream Team de Ludovic Giraudon aux éditions Marabout pour pouvoir creuser davantage le sujet. Ludovic, peux-tu nous partager le déclic qui a fait toute la différence pour toi, que ce soit dans ta carrière ou à l'égard du management, de l'engagement des équipes, des sujets qu'on a évoqués ici, que tu n'as peut-être pas partagé dans aucune interview jusqu'ici. Ça peut être une anecdote, ça peut être quelque chose de positif, moins positif, une simple phrase, peu importe, ta carte blanche pour le mot de la fin. Ok, ouais, c'est quelque chose dont j'ai pas forcément parlé ailleurs, parce que c'est un truc assez perso, vous allez comprendre. Il y a 2 ans, d'ailleurs, quasiment jour pour jour, j'apprends la même semaine que mon père a un cancer, le pire cancer qu'on puisse avoir, celui du pancréas, et que ma compagne avait un cancer également, un cancer du sein, la même semaine. Et c'est vrai que du coup, quand on est entrepreneur ou quand tu lances une quelconque activité professionnelle, tu as beaucoup d'emmerdes qui t'arrivent au quotidien. D'ailleurs, entrepreneur, c'est souvent plus d'emmerdes que de moments de joie. Et en fait, ce moment-là et tout ce qui en a suivi, mon père est malheureusement décédé depuis, ma compagne va bien, mais elle est encore sous traitement et pour plusieurs années encore. Ça te fait revoir complètement, en tout cas moi, ça m'a fait revoir à fond mon échelle, ma jauge des emmerdes. C'est-à-dire que quand tu n'as connu aucune épreuve de vie, c'est vrai qu'une petite emmerde peut te prendre une charge mentale énorme et te pourrir la vie. Quand tu as eu d'autres galères, en fait, mécaniquement, ça se hiérarchise. Et donc maintenant, moi, ma jauge à emmerde a été complètement revue. C'est-à-dire qu'un truc qui m'aurait vraiment pris la tête, un client, c'était la semaine dernière, il y avait un client qui tardait à me payer, etc. À l'époque, je pense que vraiment, ça aurait pu vraiment me prendre la tête. Et maintenant, je me pose systématiquement cette question, qui est de me dire, mais finalement, tel problème là, dans lequel tu es à l'instant T, qui te perturbe à ce point, dans une semaine ou dans 3 mois, quel sera l'impact de ce problème sur ta vie? Et en fait, en réalité, typiquement le client, je sais très bien que dans 2 semaines, il aura payé ou dans 1 mois. Donc en fait, c'est vraiment cette hiérarchie des emmerdes où ma jauge à emmerde, elle est beaucoup plus difficile à remplir. Et donc et je pense que la capacité d'un entrepreneur, un bon entrepreneur, entre autres, c'est sa capacité à gérer les emmerdes, parce qu'il en a beaucoup, encore une fois, et sa capacité à
à pas se laisser trop abattre par des niveaux d'emmerde un peu trop bas. Et à titre personnel, ce sont ces moments-là qui me permettent aujourd'hui de survoler des choses qui auparavant m'auraient beaucoup plus mis à terre. Finalement, quand tu as des galères comme ça qui mènent jusqu'à la mort, un décès en l'occurrence, c'est vrai que qu'est-ce qui peut t'arriver à un client qui ne paye pas? Et alors, en fait, dans 3 mois, dans 1 an, qu'est-ce qui restera de ce problème? Dans 5 ans, mais en fait, que dalle, quoi. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'aide aujourd'hui, je pense maintenant pour la vie, à relativiser tout ce qui peut arriver d'un point de vue business, qui finalement, souvent, sont quand même des faux problèmes. Merci Ludovic. Merci à vous. J'ai adoré ce moment. Nous aussi.